Scrum, c'est une entraide. Hein. Je commence mon sprint et puis on se revoit dans 2 semaines et on regarde ce que vous avez fait. Ça marche pas. C'est un exercice qui apporte énormément, je trouve, d'un point de vue management. Le but, c'est d'encourager les personnes. Est-ce que tu as des idées pour améliorer ? Est-ce que moi, j'ai des idées peut-être pour améliorer ça ? On va faire ça. Pratiquer énormément de pair programming. C'est hyper efficace comme méthodologie. C'est formateur pour les personnes qui font du pair. Salut Mathias, bienvenue Bonjour. dans le podcast On part en prod. Je suis très content d'échanger avec toi aujourd'hui. Je pense que j'ai quelques thèmes que j'aimerais aborder avec toi. On en a un petit peu parlé déjà. Il y a des sujets autour de l'agilité qui est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Donc je pense qu'on va un petit peu en parler. J'ai quelques questions à propos de l'agilité. Tu es un Techos développeur qui a développé une compétence de management, ça m'intéresse aussi parce que passer de tech à manager, c'est pas non plus si simple que ça. Donc je pense qu'on va parler un peu de comment on encadre une équipe technique, etc. Tu as une expérience assez vaste, en plus tu as pas mal bougé. J'ai vu que tu as été à Paris, sur Nice, au Canada. Maintenant tu es du côté de Bordeaux. Ça m'intéresse aussi de voir un peu les différences que tu as pu voir. En plus, dernièrement, aujourd'hui, tu travailles chez Ubisoft. Donc, du coup, pareil, je connais pas trop le monde professionnel dans les entreprises de jeux vidéo. Et du coup, on fait un métier qui est à peu près similaire, mais tu le fais dans un secteur qui est complètement différent du mien. Donc, du coup, voilà, pareil, je suis assez curieux de ça. Donc, plein de petits sujets qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais avant qu'on parle de tout ça, ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes. Ok, merci. Bonjour Julien. Je suis Mathias Bouvant. Je suis actuellement manager d'une équipe chez Ubisoft, chez l'équipe. Et puis voilà, j'ai fait. Tu veux que je parle de mon parcours, c'est ça, un petit peu? On va venir en détail, mais d'accord. Mais juste voir un peu qui tu es, ce que tu aimes. Ok, donc ce que je suis, donc j'encadre une équipe actuellement chez Ubisoft. Je travaille dans la partie online, donc la partie qui fournit des services en ligne, donc pour tous les jeux qui sont produits par Ubisoft. C'est essentiellement dans mon métier, c'est essentiellement actuellement du service back-end. Pas mal de programmation. On travaille surtout sur des technologies Node.js, mais on pourrait travailler sur d'autres technologies. Enfin, c'est des services qui sont agnostiques dans le sens où on sert des API REST et puis le client, peu importe ce qu'il y a derrière, se sert de nos API. Et donc l'idée c'est de fournir de ces services aux jeux de façon à ce que ils puissent de leur côté ajouter des fonctionnalités en ligne. Et puis je me perds en fait dans mes explications. Désolé, je suis un peu perturbé par le format. Donc oui, alors attends, je vais juste reprendre un tout petit peu le fil. Donc au fait, vous êtes en charge de service qui est utilisé au sein de l'ensemble du groupe. En fait, tous les jeux peuvent utiliser ces services. Exactement. D'accord. Et donc c'est une genre pour résumer facilement, c'est des boîtes à outils qui permet d'avoir des accélérateurs quand on développe un jeu vidéo, de pas avoir systématiquement à refaire, un service qui gère de la monnaie virtuelle ou ce genre de choses. Exactement. Toi, tu fournis ce service et tu fais évoluer au fur et à mesure et tes équipes sont en charge de ça. Voilà, en fait, dans pas mal de jeux maintenant, on a beaucoup de fonctionnalités qui sont toujours un peu les mêmes. Donc, comme tu dis, parce que ce qui est monnaie virtuelle, inventaire du joueur, on travaille pas mal là-dessus, mais ça peut être des challenges. On peut faire l'authentification des joueurs, le positionnement, où est-ce qu'ils se trouvent. Il y a pas mal de fonctionnalités. Et donc en fait, plutôt que de
plutôt que chaque production de jeu le fasse de son côté, on propose une solution globale managée qui permet à chacun de s'intégrer, de les utiliser et puis de pas le faire de son côté, puis aussi de pas le maintenir, puisqu'en fait de notre côté on assure la maintenance de ces produits de façon à ce que les jeux sont live 24 heures sur 24, donc on est obligé d'assurer un support 24/24. Et au-delà du jeu, une fois que le jeu est terminé, les équipes en charge ont fini le jeu, donc il y a une petite équipe qui va s'occuper de la maintenir, mais derrière, nous, on est aussi là pour, on maintient des jeux qui sont sortis il y a une dizaine d'années, la partie en ligne des anciens jeux, ce qui est difficile parce qu'il faut maintenir une compatibilité dans le temps et assurer le fait que, quand on fait évoluer quelque chose, il faut prendre en compte qu'on a encore des jeux qui l'utilisent et qui ne sont pas eux de leur côté évolutifs, parce que un jeu une fois qu'il est fait, des fois on revient dessus pour éventuellement les porter sur d'autres plateformes, mais on rajoute peu de fonctionnalités ou on l'adapte peu pour rajouter des choses. Donc il y a cette obligation de maintenance et puis aussi cette proposition d'universalité un petit peu de nos fonctionnalités. De façon à ce que finalement les jeux se concentrent plus sur leur métier qui sont créer de la créativité, créer des choses un peu innovantes. Donc on leur donne des outils et ils n'ont pas à se préoccuper de cette partie-là. Quand tu dois dire que tu travailles chez Ubisoft, les gens ils doivent croire que tu es développeur 3D. C'est ça. Et en fait non, toi t'es super, tu fais partie des super-héros de l'ombre. Ceux qui fournissent des outils clés en main et qui permet aux équipes qui créent vraiment le jeu de se concentrer vraiment sur l'aspect unique du jeu, l'aspect créatif du jeu, et donc du coup d'éviter de passer trop de temps sur ça. Et déjà qu'un jeu vidéo c'est un peu très long et très de nouveau, surtout actuellement les jeux modernes, ça demande un gros effort. S'ils avaient à reconstruire tous ces services-là, les jeux demanderaient un effort vraiment trop fort. Et donc du coup, toi, tu accélères tout ça grâce à ces services que tu fournis. Et en plus, souvent, c'est développé un peu en parallèle. Donc c'est super intéressant. On va revenir sur tous ces points. D'accord. Mais j'aimerais qu'on parle d'un truc. J'ai appris un truc à propos de toi. J'ai appris que chez les Bouvans, on est plutôt informaticien de père en fils. Yes. Oui. C'est assez particulier, ça. Ça remonte même à ton papa, je crois. C'est ça. Si je me trompe pas. Ouais, mon père, il était dans l'informatique aussi, ingénieur informaticien, et donc il a travaillé, il a fait toute sa carrière dans les débuts de l'informatique. Il a commencé avec des cartes perforées, puis le classique. jusqu'à ce qu'il parte à la retraite. Et donc c'est vrai qu'il m'a transmis sa passion de l'informatique, puisque c'est lui qui m'a initié en ramenant un ZX81 ou un PC, ce genre de choses. J'ai appris que ton papa arrivait à amener un ZX80, et je crois que on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, que à la base c'était plutôt pour ton frère, et en fait c'est plutôt toi qui s'est intéressé au truc et ton frère un peu moins. Et donc, du coup, tu as commencé à bidouiller et à faire un peu d'assembleur dessus. Et c'est comme ça que tu es un petit peu tombé dans le monde informatique. C'est vrai que c'était... Après, je me souviens plus, j'étais peut-être plus jeune. Mais c'est vrai qu'il était là et c'était vraiment marrant de faire... d'abord de recopier des programmes, parce qu'on avait des programmes qui étaient dans des livres, dans des documents. On recopiait un peu bêtement, puis on voyait ce que ça faisait. Puis après, on s'amusait à faire des choses qui étaient pas vraiment utiles, mais qui étaient rigolotes à faire. Donc c'était un processus créatif, puis c'était amusant quoi d'apprendre et puis de découvrir l'informatique dans ses débuts, la micro-informatique, celle qui est venue chez chacun de nous. Avant, c'était réservé vraiment à des sociétés externes. Donc maintenant, c'est venu au niveau du foyer, ça arrivait au niveau du foyer, puis on découvrait, puis on était capable en quelques lignes de code de créer des choses, d'appréhender, de toucher à tout. Alors, c'est vrai que c'était un peu limité, mais c'était rigolo, quoi. C'était le côté amusant. Oui, et puis il y avait un contact très
très fort avec la machine. Il y avait moins d'abstraction, forcément, et donc du coup, plus de conséquences de ce que tu faisais. Donc c'est aussi intéressant. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que que t'as dit je veux être informaticien plus tard ou... Non, en fait, c'est venu naturellement. C'est-à-dire que vu que je le passais mon temps dessus, soit essayer de programmer des choses, soit à jouer à des jeux, on essayait de se pirater des jeux. Puis c'était un peu notre activité d'école, de s'échanger des jeux, d'essayer de les pirater ou d'essayer d'en faire soi-même, quoi, ou d'essayer de comprendre comment ça marche, ou de s'échanger des choses entre amis. Donc on était tous un peu passionnés. Donc c'est venu naturellement, parce que après j'ai fait des études scientifiques et puis ça paraissait presque une évidence pour moi d'y aller, puisque ça me plaisait, puis j'y trouvais du plaisir en fait à faire ça, quoi. Et donc allier un métier sur lequel on s'éclate, on s'est éclaté sur sa jeunesse, puis et puis on se dit pourquoi pas en faire son métier, ça fait du sens dans sa vie. Donc voilà, c'est pour ça que après j'ai entamé les études d'informatique assez après le bac. J'ai fait un UT parce que je me disais que c'était l'occasion pour moi d'apprendre rapidement des choses plus professionnelles. Et puis derrière ça on pouvait enchaîner, donc c'était ouais, ça paraissait une évidence. J'imagine un peu comme toi qui avait un peu le même parcours. Moi aussi j'ai fait similaire. un IUT aussi. D'accord. J'ai fait un IUT de la même façon parce que je voulais être dans le concret en fait. Je me sentais pas de rester dans la théorie, j'avais envie de faire des choses en fait. Et donc du coup l'IUT a ce côté très concret où tu fais vraiment des projets et tu apprends vraiment le métier de développeur. Et même si tu fais quand même pas mal d'algorithmie, théorie en parallèle, l'air de rien. Mais du coup, c'est ça qui me plaisait. Bon, après l'UT, j'ai continué, mais j'ai vu que toi aussi, pareil, t'as continué dans une école d'ingénieur. Mais commencer par l'UT, c'est pas mal, en fait. Moi, j'aime bien. Enfin, moi, j'ai apprécié ça dans mon parcours, en fait. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. C'est une bonne transition entre le lycée et puis là on plonge vraiment dans le concret. On fait des choses qui sont très pratiques. Et derrière on est opérationnel. On peut tout de suite travailler. Déjà j'ai fait des stages. J'ai commencé à faire des projets à côté. Donc vraiment du concret quoi pendant ces années. Et j'ai vu qu'après tes études, t'es parti à Paris. Yes. En ingénieur de test réseau. C'est quoi un ingénieur de test réseau? Alors en fait, moi j'ai dans ma spécialité école d'ingénieur, j'ai fait réseau parce que c'était vraiment ça me plaisait beaucoup l'aspect réseau, parce qu'il y avait beaucoup de choses à l'époque. C'était le début de l'internet et puis et des réseaux haut débit. Donc ingénieur réseau de test, en fait, c'était un laboratoire de test qui travaillait pour la presse informatique. Donc à l'époque, il y avait des journaux comme 01 Informatique, 01 Réseau, Internet Professionnel, enfin tout un groupe test, c'est un groupe de presse. Et ils ont un laboratoire qui est dédié aux tests, alors soit des PC, soit des mobiles, soit du matériel à doigt. Et il y avait un laboratoire de test dédié au réseau. Donc on avait des centaines de PC qui généraient de la charge pour tester des routeurs, pour tester... mais du coup, tu avais le métier qu'on rêve quand on est au début informaticien, au début, quand on est jeune. C'est en mode, on te balance 12 000 gadgets et toi, tu passes ton temps à juste jouer avec, quoi, enfin tester, quoi. C'est ça. Après, il y avait une autre section. Moi, c'était plutôt la partie... qui était, comme je disais, des routeurs ou des grosses machines qui permettaient de faire du stockage ou des firewalls, des choses comme ça. Donc après, il y avait la section effectivement qui testait tous les PC, les derniers PC Donc du coup, tous les articles hardware que je lisais quand j'étais jeune, à tous les coups, il y avait des trucs qui étaient ça venait des résultats de tes tests à toi. C'est énorme. Ouais, c'était assez rigolo. Des fois, on était même en photo dans le journal avec une petite blouse blanche pour faire croire qu'on était des laborantins. Le biais d'autorité, hein. Tu mets le blouse blanche et d'un seul coup, tout ce que tu dis, c'est bon, c'est parfait. C'était super intéressant parce qu'en fait, tu vois déjà les constructeurs, donc ils t'amènent leur dernière machine, ils vont t'expliquer comment ça marche. Donc, tu as une formation accélérée dans plein de domaines. C'était très très varié. Et après, tu as un rapport aussi avec les journalistes, quoi. C'est quand même un métier particulier, le métier du journalisme. Et donc,
tu es en dialogue direct avec eux pour qu'eux, ils écrivent leurs articles qui s'appuient sur les données que tu donnes. Et donc, il faut pas que tu te plantes. Faut quand même que tu donnes des choses qui soient réalistes et vraies. Donc, il y a une pression aussi là-dessus pour ça sort dans la presse, puis ça a des conséquences derrière, quoi. Et après, tu es parti à Sophia Antipolis. Sophia Antipolis, c'était pour une start-up que j'ai rejoint, qui s'appelait Right Vision. Et donc là, on faisait des appliances. Donc c'est l'ancêtre, on va dire, de la Freebox ou de ce genre d'équipements qui font un peu de tout, qui géraient la connexion Internet, qui gèrent le firewall, qui gèrent le VPN, qui gèrent le stockage de données, qui gèrent la messagerie d'entreprise. Donc c'est un boîtier un peu aveugle qu'on mettait dans les entreprises pour faire tout ça, quoi. Et donc on crée ça de A à Z au niveau hardware et au niveau logiciel. Donc c'est super expérience cette partie-là, parce que c'est beaucoup de débrouille, beaucoup de choses très rapides à faire. Et puis une ambiance très particulière, l'ambiance startup, puisque l'ambiance startup, c'était à l'époque où ces années 2000, en 2001. Ouais. Donc c'est juste avant l'éclatement de la bulle ou juste après? C'est juste avant. Juste avant. Donc ça doit être une ambiance particulière. Ouais, c'est clair. C'est une ambiance particulière. Ils avaient réussi leur levée avant de... En fait, on est arrivé. Alors, ça a été dur quand même, parce que c'était la difficulté une fois. Bon, c'est pas tout d'avoir une bonne techno, un bon produit. Faire quelque chose qui tient la route. Après, il faut le vendre, donc c'est pas évident. On avait un bon client qui était Orange, puis après ça s'est tari la source. Donc c'était un peu compliqué à la fin, parce que la start-up a quand même s'est débarrassée de pas mal de collaborateurs pour pouvoir survivre à un moment donné. Puis en fait à la fin on a pris le virage de la téléphonie, en fait le couplage vers de la téléphonie, ce qui nous a amené à nous rapprocher de Alcatel-Lucent, qui nous a racheté en fin de la start-up. Donc ils étaient intéressés par notre produit, puis par le fait qu'on pouvait lier la partie informatique avec la partie téléphonie. Ce qu'on voit maintenant, ce qui nous paraît familier à l'heure actuelle, c'est-à-dire de gérer ton téléphone via une appli, de recevoir tes messages vocaux dans ta messagerie, ce qui ne se faisait absolument pas du tout à l'époque. Exact. Et donc puis voilà, donc c'était le début de cette fusion entre les deux mondes, téléphonie et informatique, et c'était super intéressant, parce que c'est un peu magique d'appuyer sur un bouton, puis ça fait appeler ton téléphone à côté. Donc c'était même des trucs bêtes. C'est la première fois que j'ai eu un iPhone, je crois que mon premier iPhone c'était le 3G, et que j'ai reçu un message sur mes messageries, mais il était sur mon téléphone. Ça paraît évident maintenant, mais à l'époque c'était une révolution. J'ai tombé de ma chaise, quoi. C'est trop bien, j'ai plus besoin d'appeler quelque chose pour avoir mon message sur mon répondeur, etc. C'est trop, c'est pareil, c'est une époque où il y avait plein de mini-révolutions, et c'était intéressant, quoi. Oui, et donc, du coup, vous avez été racheté à cette époque, et c'est là où tu as changé de métier. J'ai progressivement, je suis allé sur d'autres domaines, plutôt domaine de la téléphonie, et puis chez Alcatel, on a fait pas mal de projets intéressants, très intéressants, des projets aussi qui sont liés à des gros logiciels, comme Outlook ou Lotus Notes, ce genre de choses qui étaient beaucoup utilisées à l'époque. SameTime, qui permet de faire de la réunion, en fait des meetings audio. Enfin maintenant ça paraît tout simple, mais d'avoir des possibilités en audio d'avoir plusieurs personnes, et de gérer ça. Il y avait des gros serveurs qui travaillaient là-dessus. Donc j'ai pas mal travaillé sur cette partie-là. Je fais beaucoup de Java à l'époque, beaucoup d'Eclipse aussi pour faire des plugins Eclipse. Et puis après on a terminé. J'ai terminé chez Alcatel sur un très très chouette projet qui était en fait un peu un équivalent de Skype pour entreprise, et qui était un client lourd, mais un client lourd qui permettait, qui était multiplateforme. macOS, Linux, PC. Puis aussi il y avait la partie tablette, et qui permettait de faire de la voix sur IP, de faire ce qu'on fait actuellement, mais dédié à une entreprise, lié
lié toujours à son téléphone. Il y avait toujours ce couplage téléphonique parce que malgré tout, en France, il y a encore beaucoup de gens qui ont encore un téléphone fixe dans leur société, donc on gère cette partie. Ça va bientôt disparaître, ça. Je crois qu'ils annoncent 2023 ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Ça a toujours été annoncé, mais après il y a des choses qui nous paraissent évidentes, mais au fin fond d'une usine ou d'un garage, un téléphone, ça reste toujours plus pratique un téléphone physique. Bon, après, il y a les portables maintenant, donc on remplace par le portable, mais ça reste des fois plus facile. Alors, quand on a envie, le téléphone marche, le portable marche partout. Nickel, mais il y a certains endroits où le réseau est pas si développé que ça, quoi. Exact. Et puis après, même pour un cabinet, je sais pas, n'importe où il y a besoin il y a plein de collaborateurs, il faut passer les appels, il faut qu'il y ait un secrétariat. Il y a toujours ce besoin dans les hôtels, ça reste aussi un besoin dans les hôtels. Donc il y a encore ce besoin qui est ancré, qui reste. Heureusement que c'est du legacy. Mais bon, petit à petit, t'as raison. Moi, chez Ubisoft, on m'a jamais proposé un téléphone. Oui, non, l'air téléphone non plus. Après, oui, je comprends. Ah ouais, maintenant, on fait du Teams, on fait du et autres logiciels, Meet, etc. Il y a suffisamment ce qu'il faut, quoi. Ah, c'est super intéressant parce que tout ça a évolué. C'est la convergence des réseaux, le fait qu'on ait des débits importants, qu'on arrive à compresser la voix, qu'on a fait beaucoup de progrès dans tout ça et maintenant ça paraît tout ça à l'époque ça paraissait fou de le faire. Maintenant c'est faisable. Donc c'est quand on y pense avec du recul, c'est assez incroyable. Et c'est assez incroyable que maintenant ça devienne naturel et que ça ne pose pas de problème de voir tout ça apparaître. Oui, et le Covid a fait en sorte que même plein de gens qui étaient un petit peu opposés, ils ont basculé dedans et ils l'ont adopté assez facilement, quoi. Ah ouais, c'est un accélérateur, le Covid. Tu vois dans les entreprises des trucs incroyables où les gens sont tous derrière leur PC avec leur micro-casque et en Teams. Donc chacun est en Teams avec une partie d'équipe distribuée, etc. Ça, on voyait pas ça il y a quelques années, quoi. C'est vraiment changé du tout en très peu de temps, quoi. Ouais, il y a eu un effet quand même positif de tout ça, malgré tout, qui est vraiment un accélérateur de plein de choses pour adopter une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de voir les choses, une simplification aussi parce que tous ces meetings, toutes ces rencontres, c'est quand même beaucoup simplifié par nos outils et on gagne du temps et forcément on gagne de l'argent, quoi. Et avant le Covid, on était tous convaincus qu'on pouvait travailler aussi bien à la maison avec des équipes qui pouvaient être distribuées sur plusieurs lieux, etc. Mais on n'arrivait pas à convaincre encore le management. Le Covid a été un beau outil de com. Oui. Et au final, tu vois, par exemple, tu es chez toi aujourd'hui, moi je suis chez moi aujourd'hui, et on peut travailler dans les mêmes conditions, pareil que quand on est au bureau, ce genre de choses, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Non, c'est très important. Après, il faut équilibrer. Il faut arriver à équilibrer les deux. Oui, toujours pareil. On va en parler de ça. Et du coup, toi qui es ingénieur réseau à la base, en plus, tu dois comprendre la technicité que ça demande derrière de réussir à faire ça, quoi. On se rend pas compte de la synchro voix-image avec la gestion des décalages, plus les protocoles, avec les erreurs et les retries qu'il peut avoir au milieu, etc. C'est une complexité incroyable. C'est de la technologie hyper avancée, quoi. C'est vraiment tout est venu pas à pas, quoi. C'est chaque problème, on les a résolus au fur et à mesure. Et puis du coup, on arrive à faire un truc qui tient la route et qui marche. Mais c'est vraiment le résultat, c'est comme tout, hein, mais c'est vraiment le résultat d'années d'expérience et d'évolution qui fait que on arrive à faire tout ça de manière aussi simple que allumer la lumière, quoi. Donc c'est génial, quoi. C'est sûr que derrière il y a une complexité, il y a beaucoup de choses qui se passent et j'aime bien cet aspect-là aussi des fois de comprendre et de creuser par où ça passe, qui fait quoi derrière et comment ça marche, quoi, au niveau réseau, quoi. Au début c'était pas simple quand on part d'un tout petit Amstrad qu'on a chez soi, puis maintenant penser qu'on
qu'on peut communiquer entre machines et faire des tas de choses tout à distance, il y a quand même un gap entre tout ça, quoi. Et ça évolue tout le temps, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. C'est on trouve des nouveautés, on trouve des nouvelles applications pour par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de streaming au niveau du jeu vidéo, par exemple. C'est quelque chose qu'on pouvait pas faire il y a quelques années à cause de la latence, mais maintenant on a des latences qui sont quand même vraiment bonnes et on est capable de jouer en streaming sur un PC qui est très très loin et avec une qualité qui est bonne, hein, on voit pas vraiment la différence. Et donc ce qui fait que ça n'a pas non plus complètement été hacké encore. Ce truc-là, parce qu'on voit que Google, ils sont un petit peu en train de revenir en arrière sur leur solution. Il y a la startup française, comment elle s'appelle, Shadows ou non, c'est pas Shadows, c'est je me souviens plus. La startup française qui fournit un boîtier justement pour faire du streaming de jeux vidéo. En fait, l'ordinateur puissant pour jouer aux jeux vidéo, il est dans leur serveur à eux. Et en fait, nous, on avait juste besoin d'un petit terminal, pas forcément hyper puissant, et tout est rendu. Mais pareil, c'est pas encore complètement adopté parce que déjà pour certains jeux, t'as quand même la latence, elle est perceptible. Après, oui, ça va dépendre du jeu. Ouais, si tu fais un jeu stratégie, ça devrait le faire. Ouais. Si tu fais un FPS, ça ne fait pas. C'est un peu plus, ou un FPS ou un Street Fighter 2 qui est très exigeant, hein, ce genre de choses. C'est clair que ça va. Mais bon, un Assassin's Creed, ça passe très bien, quoi. C'est le genre de jeu qui passe bien, surprenamment. Ça. Je sais que, après, il y a aussi des choix stratégiques, hein. Il y a eu des choix stratégiques. Google a fait un choix un peu particulier de faire des plateformes en plus particulières pour héberger les jeux. Ce qui oblige les productions de jeux à faire du spécifique pour eux, quoi. Alors qu'il y a d'autres approches streaming qui sont basées sur vraiment le même jeu que t'as sur PC qui tourne et qui va être streamé, qui fait qu'il coûte moins cher à l'adaptation. Donc du coup, toi, t'as testé un peu la sensation que ça donne en streaming, parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de très peu, mais j'ai vu ça, ouais, j'ai vu des gens l'utiliser, l'occasion de voir un petit peu comment ça marche, et puis j'étais là quand Stadia de Google est sorti, on avait travaillé dessus d'ailleurs en amont, quoi, c'était intéressant pour ça, et c'est vrai que c'était assez bluffant. Bon, il n'y avait pas énormément de monde non plus, mais et puis ils ont mis les moyens, quoi, c'est Google, donc ils ont mis les moyens derrière d'avoir des machines puissantes puis un réseau qui tient la route. Mais bon, ça se démocratise et j'ai le sentiment que ça se fera de plus en plus, même s'il y a eu beaucoup de tentatives. C'est un peu toujours comme ça de l'informatique, hein. Il y a beaucoup de tentatives à des moments donnés. Par exemple, nous, la start-up, on a eu une tentative de faire ça, c'était pas forcément le bon moment. Bon, ça, et puis quelques années après, finalement, il y a toute la conjonction qui fait que ça va marcher, puis ça va aller, on va aller un cran au-dessus et ça va être acquis de fait, quoi. Oui. Du coup, on parle d'Ubisoft, mais avant de parler d'Ubisoft, chez Alcatel-Lucent, tu es passé manager là-bas ou t'étais juste Techos? Ouais, c'est là-bas que je suis passé manager. C'est sur le fameux projet. Alors, c'était un projet qui était fait en C++. C'était, j'aime beaucoup ce langage. Finalement, c'est un langage qui me plaît beaucoup. Et j'ai découvert le framework Qt, qui est pas mal utilisé là sur KDE, mais dans plein d'environnements, et puis qui permet d'être multiplateforme. Et donc c'était super intéressant comme projet parce qu'on a fait beaucoup d'interfaces homme-machine, on a fait des codecs vidéo, enfin des choses qui étaient vraiment puis des interfaces qui fonctionnent aussi bien sur un PC qu'un Mac que sur une tablette. Et donc j'étais pas mal programmeur sur cette partie-là. Puis en fait, l'équipe sur laquelle je travaillais, bon, on a eu besoin d'un manager, et du coup, je me suis lancé dans cette histoire de manager un peu l'équipe sur un projet que je connaissais bien, puisque j'en avais programmé une partie, donc c'était plus facile pour moi comme transition.
Et puis des gens que je connaissais très bien parce qu'il y avait beaucoup de gens de la start-up dans laquelle j'avais travaillé, donc on s'entendait très bien. Donc l'idée, c'était une équipe de quelle taille? je crois qu'on est monté à 6-7 personnes en tout. Ah, d'accord, donc déjà pas mal quand même. Ouais, on était 5, 6, 7, ça dépend des moments, mais voilà, c'était une petite équipe. Pour moi, c'est la taille parfaite de productivité. Quand tu as une équipe entre 6 et 8 personnes, tu as une productivité incroyable. Et t'es un petit peu moins, tu fais un peu moins, forcément ça manque un peu. Et dès que tu commences à être plus nombreux, tu t'en sors plus en fait, t'as plus la bonne taille. C'est la fameuse pizza team, on parle beaucoup dans l'informatique. Oui. Tu construis une équipe que tu peux alimenter avec une pizza américaine à midi. La pizza américaine, tu peux mettre facile 6 personnes dessus. Hein. Et moi, j'ai toujours vu que c'était la bonne taille. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire. Nous, on essaie sur nos projets, de construire des équipes de 6-7 personnes. Et parce qu'en fait, t'as la bonne communication, t'es suffisamment nombreux pour avoir d'impact, mais t'es pas trop nombreux pour faire en sorte que ta communication, elle devient hyper difficile. Tout le monde maîtrise tout ce que fait tout le monde. Tu peux faire facilement des meetings sans qu'il y ait trop de personnes. Quand tu fais des délits, tu peux faire un tour sans que ce soit trop long, etc. Donc c'est la taille super cool. Mais j'ai une question par rapport à ça. Par rapport au fait que tu deviens manager d'équipe, il y a un adage qui dit que souvent on fait l'erreur de prendre un technique, un techos, un développeur qui est vraiment très bon, et on le met manager, et en fait, il s'avère que c'est pas forcément un bon manager. Souvent, on parle de cette erreur qui est reproduite souvent par beaucoup de boîtes. Yes. Toi, tu étais un développeur, et du coup, tu es passé manager. Comment tu as fait pour faire en sorte que ce soit pas la catastrophe, en fait? J'ai eu du mal pendant longues années. C'était un questionnement, et j'étais bien dans la position dans laquelle j'étais, c'est-à-dire technique, développeur, et puis je me sentais bien à ma place, et j'avais pas vraiment de velléité à aller au-dessus, quoi. Après c'était un peu un concours de circonstances. Il y avait personne non plus pour le manager, donc je me dis je vais le faire. Et un peu comme ça, mais puis après dans l'entourage aussi, on m'a un petit peu demandé, on m'a dit on m'a dit que ce serait bien pour moi de le faire. Et c'est vrai que on a toujours du mal à quitter ce qu'on est en train de faire pour faire autre chose, parce qu'on sait qu'on est pertinent sur ce qu'on est en train de faire, on a de la valeur ajoutée, on n'est pas sûr du tout dans là où on va sur. Après, j'avais le sentiment que c'était important pour l'équipe, pour le projet, qu'on s'implique, qu'on mette encore plus les mains dedans, et qu'on le fasse avancer, parce on y tenait bien, on était à cœur avec ce projet, donc ça a été un petit peu on va dire progressivement, je suis allé là-dessus en disant je vais quand même continuer à faire quelques trucs à côté pour continuer à développer. J'avais ça dans ma tête, mais je m'attendais pas à ce que finalement ça devienne très difficile de faire les deux. Mais bon, on a toujours envie de faire un peu les deux. Donc après, je pense j'étais pas mal aidé par le fait aussi que à l'époque, Alcatel avait pas mal poussé pour introduire l'agilité dans les équipes, et donc en fait les projets étaient quand même maintenant étaient beaucoup plus intéressants à cadrer en utilisant. On faisait du Scrum, donc des débuts de Scrum, il y avait des Scrum Masters chez Alcatel qui venait un peu pour évangéliser tout le monde, et j'adhérais bien à cette méthodologie, parce que je trouvais qu'elle était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour le quotidien, pour gérer un projet, une équipe, et donc voilà, ça c'était aussi la part intéressante. Même si c'était difficile, c'est difficile des grosses entreprises comme ça de passer d'un système où j'étais habitué à des cycles en V, des gros cycles très très compliqués, à des cycles très courts, et avec une interactivité. Il y a aussi des jeunes qui sont venus aussi dans l'entreprise, donc en embauchant des jeunes, ils apportent un petit peu cette culture-là, donc ça aide à introduire ça. Donc
je trouvais que pour moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir un cadre de gestion Scrum, parce que il y a les rituels à suivre, il y a une méthodologie, on sait ce qu'on fait, c'est bien cadré. J'avais aussi des chefs qui étaient assez bien, savaient assez bien comment gérer tout ça, donc qui m'encadraient bien et puis qui étaient assez bienveillants. Donc ça a été assez. T'as eu des réticences dans les équipes quand vous êtes passé en Scrum? Oui. Ouais, c'était pas évident. Ouais. Bah, des réticences pour voilà, ça sert à quoi que je dise ce que j'ai fait aujourd'hui ou demain ou bon, on fait une tâche, c'est pas la peine. On se revoit la semaine prochaine et puis ou dans 2 semaines et puis je te dis ce que j'ai fait. Enfin, des gens qui sont habitués à travailler un peu dans leur coin, s'isoler et pas du tout à communiquer au jour le jour en fait tout ce qu'on fait et à partager quotidiennement pour être sûr que tout va bien et Scrum c'est une entraide, hein, il faut que ça vive. Si c'est je commence mon sprint et puis on se revoit dans 2 semaines et on regarde ce que vous avez fait, ça va pas marcher quoi. T'as eu des gros fails, enfin des des belles difficultés en Scrum où à un moment donné tu te dis mais en fait ça marche pas, enfin comment on fait pour faire ça en Scrum, c'est Ouais, c'est pas évident. Je suis passé par par des fois des longues journées où on passe la journée à évaluer des choses, des tâches refinements d'une journée. très 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 longs, très très difficiles. Des gens qui on pouvait plus de faire ça ou très peu d'adhérence. Donc on commence à parler d'une tâche, puis personne ne veut vraiment parler, ou s'implique pour essayer d'un petit peu la creuser ensemble quoi. Ouais, c'est pas évident. Et puis il y a aussi l'adhérence aux différentes cérémonies. Les différentes équipes que j'ai faites, on a essayé de s'adapter pour pas non plus faire la méthodologie pure, donc on essaye de s'adapter et par exemple on faisait pas de rétro, c'était quelque chose qui était pas très l'équipe se sentait pas à l'aise, moi non plus d'ailleurs parce que j'en avais jamais fait. Et puis au fur et à mesure en fait que j'ai changé d'équipe ou que j'ai vu d'autres équipes ou des gens qui pratiquaient, on a acquis les cérémonies. En fait, là, ça vient pas comme ça une cérémonie. Enfin, si on n'a pas déjà des gens qui l'ont fait, ou si on n'a pas des gens qui pratiquent vraiment, adhérer à des cérémonies, ça met du temps. Et une fois qu'on a acquis comment les mettre en place, puis comment elles s'adaptent bien aux besoins, là, ça devient naturel, puis on en comprend vraiment l'intérêt. Mais ça prend du temps, c'est pas évident, et puis ça demande l'adhérence de toute l'équipe, et donc quand on a des équipes qui connaissent pas, c'est d'autant plus difficile de le faire. Donc il faut, je pense, s'aider de coach, et puis s'aider aussi de. C'est ce que t'as eu des coachs pour t'entourer à un moment donné? Des coachs on a eu, mais je dirais ce qui a marché le plus finalement, c'était des gens qui avaient déjà pratiqué quoi, qui avaient cette vision, la même vision des choses. Ça entraîne. Ces gens qui avaient pratiqué, ils venaient d'où en fait? Ils venaient de. C'est des gens extérieurs qui arrivaient et qui avaient vu dans d'autres sociétés la méthodologie plus appliquée et qui faisait plus, qui disait la réalité dans cette cérémonie, le Rex, il faut faire ça, et ça c'est cool, et puis ça apporte ça, et qui. Oui, c'est là où j'ai vu le plus de valeur ajoutée, c'est quand on a monté les équipes sur Bordeaux, où on a pas mal accueilli de nouvelles personnes. En fait, on a créé des équipes de zéro, à partir de zéro. D'accord. Et donc là, on a embauché. C'est quand tu étais chez Ubisoft. Yes. C'est ta dernière expérience quand quand t'as monté l'équipe à Bordeaux. C'est ça. À Bordeaux, quand on a monté l'équipe à Bordeaux, on a embauché pas mal sur Bordeaux, et donc des personnes
de 20 à 30 ans qui ont une expérience, certains n'avaient pas d'expérience, d'autres avaient déjà une bonne expérience de ça et qui pratiquaient déjà dans d'autres entreprises, qui étaient bien formés à ces pratiques. Aussi, il y avait une volonté avec la personne qui est mon chef, hein, avec qui on a monté l'équipe, avait une volonté aussi de on va y aller, on va y aller à fond. On va faire l'agilité, on va essayer de s'y coller au maximum des principes. C'est l'occasion. En plus, on crée des nouvelles équipes, donc allons-y. On va faire en sorte que ça marche. Ce qui est plus dur quand on t'arrive dans des équipes, hein, j'ai des expériences où quand t'arrives dans une équipe qui a déjà ses habitudes, venir puis rajouter d'autres choses, c'est plus difficile. Et donc là, ça a été plus naturel puisqu'on a construit les équipes et les gens sont venus avec leur expérience et tout de suite ça adhère quoi. Il suffit qu'il y ait 2-3 personnes qui connaissent, qui sont ok avec ça et ça fédère les autres et tout le monde s'embarque et on y va quoi. Et c'est constamment. Enfin, on pourra en l'occasion d'en parler, mais moi ce que j'apprécie, c'est que on rajoute à chaque fois. Covid en plus, des nouveautés dans notre façon de travailler qui nous apportent plus de... Ah, ça m'intéresse du coup. Par rapport à la méthodologie, par rapport à la méthode agile initiale, quand on fait du Scrum, alors Scrum, comme c'est méthode agile, le principe c'est que tu t'adaptes par rapport en contexte. Mais déjà, ça te donne quand même un certain cadre avec un certain nombre de cérémonies, avec des durées pour chaque cérémonie, avec des durées, etc. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est par exemple, quelle durée de sprint tu fais, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu adaptes dans les cérémonies, est-ce que tu as d'outillage en plus qui t'aide pour gérer ça, etc. Tout ça, ça m'intéresse en fait. D'accord. Ouais, on peut en parler de ça. Moi, je trouve qu'actuellement, enfin, c'est comme c'est un processus itératif. J'ai l'impression, je me sens de mieux en mieux au niveau. Enfin, voilà, on a amélioré tout ça, donc j'ai l'impression que il y en aura d'autres des améliorations, mais je me trouve que par rapport à toute mon expérience, là où on en est, on a atteint un super équilibre au niveau de l'agilité dans le sens on fait forcément des délits tous les jours quoi. Ça c'est la cérémonie auquel on peut pas passer. Tu fais le matin ou le soir le délit? Très tôt le matin, 9h15, on fait notre délit. D'accord, ok. Et t'arrives à le tenir en un quart d'heure? Quart d'heure, ouais, c'est un quart d'heure. C'est pas plus. Ouais, il faut. Alors ça s'apprend. C'est la difficulté au début que tu fais du Scrum, tes délits durent 2 heures et tu t'en sors pas quoi. Je suis d'accord. Et les équipes elles ont envie d'insulter en fait. Mais c'est un peu les fêlures, mes premières fêlures chez Alcatel, le délit qui dure 1h30, 2 heures. C'est pas possible, ça passe pas. Et même 3 quarts d'heure, c'est très dur pour les équipes. Exact. Et donc du coup, tu arrives à faire des délits tous les jours d'un quart d'heure. Il faut avoir la discipline et puis voilà dire ok. C'est en fait ce qu'il faut c'est parquer quoi. C'est un sujet commence à sortir, on commence à en parler. Ok. En fait, ce qu'on a fait et ça c'est venu d'une pratique qui est de personnes qui sont intégrées l'équipe, c'est qu'en fait on a le délit d'un quart d'heure et puis après on a un espace on va de questions et de tous les sujets qu'on a évoqués et qui posent questionnement dans le délit, on va prendre du temps après. Donc grosso modo, uniquement par les gens qui sont concernés par rapport à ce sujet. C'est ça. Alors généralement toute l'équipe reste. D'accord, ok. Chez nous, l'équipe reste. Bon, on est en remote, ils peuvent faire autre chose s'ils veulent, mais ils écoutent d'une oreille. Et... Ils peuvent, mais généralement c'est des sujets qui sont quand même communs à tout le monde, donc ça. Et c'est des questions quoi. Hier j'ai fait ça. Je me pose la question dans l'API il y a ça, mais en fait dans le code il y a ça. Et puis on va se discuter, puis on va trancher, on va trouver une solution pour la personne, ou alors on va trouver quelqu'un qui a déjà fait le sujet, qui va en parler, qui va aider cette personne à travailler. Donc ce qui est important, c'est de se tenir à 15 minutes, puis que ce soit efficace quoi. Ce que j'ai fait, ce que je vais faire. Puis surtout relever les points importants dans ce délit qui vont se dire va falloir qu'on travaille sur ce point-là ou pas après. Donc
Moi, je trouve que la partie après, et c'est vrai on le fait souvent, ce qui permet de déborder finalement le daily, c'est 30 minutes qui peuvent des fois durer plus longtemps selon la questionnement. On résout beaucoup de choses en fait. Déjà on se met en train sur la journée, dire bon bah il y a telle chose à faire aujourd'hui, par exemple. On a une cérémonie qui est de revoir. En fait, on fait des revues de code. D'accord. Tout le code à quelle fréquence tu fais les revues de code? Bah tout ce que tu soumets, à chaque fois que tu fais une tâche, chaque fois que tu fais une tâche et que tu fais du code, ce code il est revu par minimum 2 personnes. Minimum 2 personnes, d'accord. Minimum, ouais, c'est ça. Et donc ce qui impose forcément, on va pas faire des grosses tâches, un gros refactoring qui est très gros, ça va être complexe, donc on va éviter ce genre de choses. Donc les tâches sont normalement, le développement doit pas être très longue, doit durer. C'est quoi le max que tu t'autorises sur une tâche? Le max, c'est 5 jours, quoi. 5 jours, c'est un max. Déjà, c'est beaucoup, je trouve. Ouais. Alors ça, c'est souvent. Mais c'est un max, quoi. Ouais, tu essaies de faire des tâches qui sont vraiment très très courtes, une demi-journée, une journée, 2 jours max. Ouais, demi-journée c'est rare, mais c'est peut-être 1 à 3 jours, quoi, une tâche. Faut compter ça. Si ça commence à dépasser 3 jours, après on l'estime pas en jours, on l'estime en complexité, nos tâches. Ah, génial, j'adore. Bah oui, c'est ça qu'il faut faire. T'as raison. Et donc des fois, c'était trompé, on a mis une complexité de 2, elle a duré 5 jours, bon bah on la réestime, c'est clair. Mais bon, il faut avoir. On a le droit de se tromper, mais travailler en point de complexité, moi, je suis assez fan. Enfin, nous, on fonctionne comme ça et c'est la bonne façon de faire, en fait. Ça marche bien, oui. Je trouvais que ça marche bien. Bon, une fois que t'es entraîné, c'est facile à évaluer la complexité par rapport à ce que tu connais, l'existant. Donc voilà, on a une échelle de Fibonacci, puis on considère que déjà quand on arrive à 8, ça va être la tâche de 5 jours, quoi. Ça va être la tâche qui presque va nous. Et t'autorises de mettre supérieur à 8? Supérieur à 8, la tâche, on la revoit, quoi. Faut revoir sa copie. Faut la découper, quoi. Ouais, complètement. D'accord. Non, okay. 8 c'est notre limite, quoi. Ok. Et t'as un Scrum Master ou ton Scrum Master il est volant, enfin tournant? Ouais, alors ça c'est un peu le défaut de notre équipe, c'est que il y a un Scrum Master mais alors ce qui est marrant, c'est que chez nous on le fait tourner, chaque sprint c'est un nouveau. C'est-à-dire c'est quelqu'un de l'équipe qui endosse ce rôle. Qui endosse ce rôle. Et donc ça tourne, ça permet un petit peu de souffler. Chacun fait alternativement fait ce rôle. Après il y a beaucoup de tâches du Scrum Master que je fais moi. Par exemple la gestion du backlog, la gestion des tâches, d'organiser tout ça, c'est moi qui le fais. Donc je prends en compte ça. Donc tu fais un rôle un peu proxy PO ou de PM sur le projet. Ouais. Pour pouvoir faire en sorte que le backlog, qui est le nerf de la guerre en agilité, il soit le plus propre possible pour éviter d'avoir des réunions d'estimation qui durent 2 jours, quoi. Oui, ouais, clairement. Donc après l'équipe crée des tâches aussi. Chaque fois qu'ils ont besoin, ils se créent leurs tâches. Il faut quelqu'un qui drive un peu tout ça, quoi. Parce que je gère le projet, donc je sais à l'avance qu'on va faire telle feature, donc je commence à préparer le terrain, même si après on va discuter des tâches. C'est moi qui fais cette partie-là, que je pourrais déléguer, il y a pas de souci. Je pourrais trouver quelqu'un pour le faire, donc ça fait partie de mise en mission future. Mais bon, après c'est comme ça, quoi. Donc et on parlait des Rex tout à l'heure. Du coup, maintenant est-ce que tu fais des Rex à chaque sprint ou à sprint sur 2? Quand tu dis Rex, c'est rétrospective. Rétrospective, pardon. D'accord. Pardon, c'est long rétrospective à dire. Des rétros, on peut dire. Voilà, des rétros, si tu veux. Ouais. En fait, c'est super important. Comme on essaye d'en faire une à chaque fois. Et justement, ce qui est bien quand tu attribues un peu ce rôle de Scrum Master à chaque personne. Chacun va venir avec sa rétro, qui leur a un petit peu pensé différente, qui va un exercice un peu différent, des questions un peu différentes pour essayer d'avoir une vision. Ouais, j'aime bien. Donc ça c'est cool, quoi. Pour ça, il y a un outil pour ça. On utilise beaucoup Miro.
Oui, ouais, classique. Et qui nous permet vraiment de mettre nos post-it à distance, c'est quand même le mieux. Et puis il y a plein de templates, il y a une communauté de gens qui font des rétros. Il y a plein de sites qu'on peut trouver avec plein de façons de faire la rétro. Il y a Retromat qui est sympa comme site qui permet de trouver des questions, enfin une façon. Oui, ça me dit. Ouais, on mettra le lien en description pour ceux qui veulent jeter un œil. Mais il y en a plein aussi, d'autres. Et c'est intéressant d'essayer justement de pas faire toujours le même exercice. Et déjà pour deux choses, parce que si tu fais toujours le même exercice, les gens ils vont dire encore une rétro, et puis ils vont y aller avec encore un 4L. Donc et en plus c'est quand même, c'est quand même un meeting qui dure plusieurs heures, enfin minimum 2 heures si tu fais les sprints de 2 semaines. Et en plus de changer d'exercice, ça fait que tu regardes d'une façon différente les problématiques sur le projet. Et c'est intéressant, en fait. De temps en temps, tu ressors des problématiques que tu avais pu ressortir sur le sprint précédent, mais tu t'étais pas posé la question dans ce sens-là. Exact. Et par exemple, Miro apporte un truc qui est vraiment sympa. C'est une personne de l'équipe qui nous a montré. On peut cacher, en fait. Tu caches tous tes petits exercices, puis tu fais découvrir au fur et à mesure à l'équipe. Et ça rend l'exercice, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est-à-dire qu'on écrit ses post-it en mode caché par défaut. Et les gens, ils voient pas le contenu des post-it. Et à un moment donné, à la fin d'un timer, on dévoile chacun nos post-it. Ça fait que tu peux constituer tes post-it et t'es pas forcément influencé parce que les gens écrivent aussi. T'as ça, ouais. Puis t'as même l'exercice en lui-même. Des fois, c'est composé de plusieurs exercices, puis tu le vois pas ce qu'on va te demander. Donc, dire qu'est-ce qu'il m'a caché, qu'est-ce qui va nous préparer comme rétro. Puis voilà, on essaie si on a le temps, si on peut, d'y ajouter un peu de fun dans cet exercice. Bon, c'est vrai, comme tu dis, ça dure minimum 1h30, ça va jusqu'à 2 heures des fois. Faut le préparer un peu. Faut passer un peu de temps à le préparer. Faut y aller un petit peu aussi, que ce soit bon enfant, que ce soit un moment de partage, d'échange sympathique, quoi. Que ce soit pas trop, qu'il y ait un peu de fun dans tout ça. En même temps, il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est un exercice qui apporte énormément, je trouve. D'un point de vue management, c'est hyper riche comme retour sur 2 heures. On sait ce qui s'est passé, on apprend des choses des fois. On a la vision de comment l'équipe a ressenti telle tâche, tel besoin. Et donc là, on a un pouls, sur l'équipe qui est très 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 important. Et il faut faire quelque chose à chaque fois, quoi. Je pense qu'il faut en retirer à chaque fois quelques tâches d'amélioration continue. Et donc du coup, t'arrives à recréer des éléments dans ton backlog en fonction des retours. Et comment tu gères les tâches d'amélioration c'est jamais évident de gérer les tâches qui sont pas forcément des choses qui donnent lieu à des livrables, en fait. Non. C'est la difficulté de l'exercice. Faut pas en avoir trop. Des fois, il y en a qui sont impossibles. Faudrait c'est très tellement générique qu'on peut pas trouver d'action derrière. Mais d'autres fois, c'est assez concret. On a pris trop de tâches sur ce sprint, ou on n'en a pas pris assez, ou il faut changer notre façon de faire les tests parce qu'on s'est planté sur quand on a livré tel truc. Donc on essaye de trouver un axe d'amélioration tout de suite on se pressent, on n'a pas fait de conception là-dessus, donc planifions une conception la semaine prochaine pour aller plus loin. Et donc faut maintenir. Généralement, on le fait pas forcément dans le backlog, mais cette liste de tâches qu'on s'est donné de points d'action, on va les revoir à la prochaine rétro, et on va faire un petit bilan. Est-ce qu'on l'a traité, ce point? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Est-ce que c'est pas la peine d'y aller plus loin? Finalement, on revient aussi chaque rétro sur chaque action point pour être sûr que on les a pas laissés tomber, on les a bien traités, et on fait quelque chose avec, quoi. Ça c'est super important. Le suivi est important. Faut pas créer la tâche et puis après ne pas la laisser de côté, et puis finalement on oublie. Il faut vraiment la maintenir jusqu'à ce que soit on décide à l'unanimité, c'est trop générique tout ça, et puis on laisse tomber, ou soit on continue à le creuser, le point.
Pour gérer ton backlog, tu as quoi comme outil? Alors on travaille sur Jira. Jira. On est sur Jira. On fait donc, on est en Scrum. J'ai quand même alors dans mon organisation, j'ai un product manager et puis un product owner qui se partagent un peu les tâches. Le product owner est plus là quand on fait du grooming et on est là pour estimer les tâches. Puis mon product manager, lui, c'est plus là pour me driver sur qu'est-ce qu'on doit faire comme nouvelle feature, qu'est-ce qui est prévu dans le backlog, puis pour me challenger techniquement sur ce qu'on va vouloir faire. Ok. D'accord. Donc cette partie. Et les équipes sont vraiment 100% dédiées au projet? Oui. Ouais. Alors on fonctionne vraiment par service, c'est-à-dire que chez nous on fait des microservices. Et donc mon équipe elle est dédiée pour l'instant on a 2 microservices. Bon, on est une équipe jeune donc elle a 2 ans et demi d'équipe de vie. D'autres équipes en ont plus à leur charge, mais disons qu'elles gèrent ce microservice de manière autonome et on va alors soit nous demander de faire d'autres microservices, soit de rajouter des features sur nos microservices. Et puis derrière, peu importe la technologie qu'on va mettre en place, ce qu'on attend, c'est que ça fonctionne et que ça rend le service quoi derrière. Donc on est assez libre, autonome au niveau du langage de programmation, de la façon de gérer l'équipe, etc. On a un contrat vraiment au niveau de service, quoi, de rendre le service opérationnel. Alors, ça m'étonne pas que tu sois un petit peu dans la partie API aujourd'hui avec ton background réseau. Tu dois trop kiffer. Oui. Parce que forcément, c'est bien comprendre nos protocoles, c'est hyper important. Exact. Et donc, en fait, on fait que ça. On a une relation client-serveur. Donc, le client, ça va être une partie de code qui va intégrer dans les jeux et qui vont communiquer avec nos API. Donc, faut s'assurer que tout ça communique bien entre eux. Et puis, nos microservices, eux, vont s'attaquer à des tas de choses au niveau réseau. Donc, ça va être à d'autres microservices puisqu'on est des briques, on s'appuie sur microservice, ça s'appuie sur un autre microservice. Nous, par exemple, on s'appuie sur un microservice qui gère l'inventaire d'un joueur dans un jeu, quoi. Donc, ce que tu as acheté au niveau du store, ce que tu as acquis en jouant, ce que tu as grindé au niveau de tes challenges, tout ça, ça va être mis dans ton inventaire pour chacun des jeux. Et chacun des jeux a son inventaire, quoi. Dans un jeu Assassin's Creed, tu vas avoir des armes, des équipements, dans un Rainbow Six, tu vas avoir des armes aussi, des guns, mais ce sera d'autres choses. Dans un Just Dance, tu auras des chansons qui t'auras acquis, enfin tout un tas de choses que tu as acquis, mais qui ont une différentes connotations dans le jeu, mais en fait, au niveau de comment c'est stocké, globalement chez nous, c'est la même chose, quoi. C'est juste le jeu va donner une signification différente à cet objet que tu as dans ton inventaire. Et nous, on est en charge de travailler là-dessus, donc éventuellement de changer des choses dans ton inventaire. Nous, en ce moment, on fait beaucoup de transactions, permettre à un joueur de donner des objets qu'il a à un autre joueur, par exemple, faire ce genre de choses. Okay. Donc il y a beaucoup de communication entre nous, puis beaucoup de contraintes réseau parce que derrière il y a de l'hébergement de nos services sur des infrastructures des infrastructures cloud. On utilise beaucoup Amazon. Il y a des problèmes de scalabilité aussi qu'il faut on a un certain nombre de requêtes par seconde à gérer, donc il va falloir supporter tout ça. Le problème, c'est que les jeux potentiellement, il y a beaucoup de monde en même temps qui font les mêmes choses, à des heures précises en plus. Exact. c'est géré par pic. Donc, de ce coup, le soir, tout le monde lance son jeu. Et là, les serveurs, ils prennent cher, quoi. Oui. Après, c'est là où le cloud, ça a dû quand même pas mal changer, en fait, le métier. C'est-à-dire, que l'élasticité qui est proposée par le cloud peut être intéressant, en fait. Ouais, complètement. Il y a beaucoup d'outils managés qui nous permettent vraiment d'avoir une souplesse d'évolution et puis de réactivité, que ce soit au niveau comme tu dis, pour supporter une charge qui fluctue, parce que effectivement, peut-être ce soir, ça va être peut-être lundi, il va y avoir plein de monde qui vont se connecter, mais lundi de Pâques, il y aura beaucoup plus de joueurs. Mais ça fluctue dans le monde aussi entier, quoi. Donc c'est pas les mêmes horaires aux États-Unis, puis au Japon. Donc pendant le Covid, vous avez dû être cher. Oui, on a fait beaucoup de. Je crois que c'était
pendant le Covid, on a fait plus la période de Noël précédente, qui est nos meilleures périodes, c'est Noël. Donc là, la période du Covid a été encore plus, on était beaucoup plus sollicités, quoi. On a atteint des records. Et pareil, donc, et puis ça fluctue. Il peut y avoir, par exemple, un jeu sort une nouvelle saison, des nouveautés. Pouf, il va y avoir un pic d'un coup parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont venir. Donc, il va falloir supporter des pics de charge importants à un moment donné, puis ça va redescendre. Donc, on va se rééquilibrer là-dessus. Et donc faut gérer ça. Faut surtout qu'on ait des outils qui le fassent pour nous de manière automatique, qu'on soit pas là à regarder et puis hop, je vais me mettre un serveur de plus. et donc un milieu d'année qui regarde le truc, faut cliquer au bon moment. Non, c'est pas possible, quoi. Et ouais, c'est vrai que maintenant toutes les technologies cloud nous permettent de faire ça de manière vraiment souple et d'avoir aussi beaucoup de métriques. On travaille beaucoup sur la visibilité de nos services, savoir sa santé, comment il va, sa charge CPU, sa charge mémoire, le nombre de requêtes qu'il a, où est-ce que ça fait mal en ce moment dans le code, est-ce qu'on est capable de tracer ce genre de choses, et ces connexions avec les autres services, est-ce que ça va bien, est-ce qu'on a peut-être des fois des problèmes, notre service il marche très bien, mais finalement il n'arrive pas à connecter à un autre service, donc où est le problème, où est-ce que se situe le problème? Donc il faut pouvoir avoir des métriques qui nous donnent tout ça et qui nous alertent aussi de temps en temps, dire oh, on a passé un seuil, il faut intervenir. Et vous avez d'outillage en plus de l'outillage qui est fourni par l'hébergement cloud pour justement superviser un peu tout ça? Oui, il y en a. On a une équipe qui est dédiée à tout ce qui est outils. Donc qui vont mettre en place des services, des serveurs Elasticsearch qui vont permettre de stocker toutes nos logs, qui vont nous offrir qui vont nous donner les outils pour pouvoir aller les chercher, pour pouvoir des outils comme Kibana ou Grafana ou Splunk, tous ces outils-là qui nous donnent des boards sur différents aspects de notre service, mais qui sont complémentaires les uns avec les autres. Donc oui, ils nous fournissent, ils hébergent, ils mettent en place ces solutions pour qu'on ait de la visibilité sur nos services. Donc c'est pas nous qui le faisons parce que c'est quand même c'est normal que ce soit un peu centralisé et industrialisé au niveau de l'entreprise, quelque part. Exact, parce qu'en fait on est quand même quand je disais non, par exemple notre équipe elle a deux microservices, on en est à toutes nos équipes, on est à peu près à 70, presque 70 microservices. Donc oui, ça fait sachant que voilà, des équipes qui en ont 5 ou 6, c'est pas mal déjà à gérer. Donc ça fait pas mal d'équipes qui font à peu près la même chose. Et donc de manière transverse, il y a une équipe qui gère les outils pour nous permettre d'avoir cette visibilité et puis de gérer aussi tout ce qui est aussi au niveau pipeline de production qui nous aide aussi beaucoup, quoi. D'accord. Si on revient 2 secondes sur l'agilité, yes. J'avais une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place qui sont pas trop dans le guideline de base, enfin, où vous avez, c'est quoi les adaptations que vous avez fait, où toi tu as senti que c'était nécessaire et où ça apporte quelque chose et qui fait que tu sors un petit peu du cadre en fait? Ouais, ce que je disais, la séquence qu'on faisait après le daily, c'est pas trop dans ça. Oui, c'est vrai. C'est assez intéressant, ça, après, on a fait ce qu'on appelle, on se voit chaque début d'après-midi. On se fait une petite réunion. On réserve 1 heure, mais ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. Tous les jours, en fait, on se fait un petit bilan de ce qu'on a à revoir comme code. Parce qu'on fait, comme je disais tout à l'heure, on fait beaucoup de revues de code. Et la revue de code, tout ce que vos comités est revu. C'est un process qui un peu l'organiser, quoi. Qui est un peu lourd parce que forcément en Vélocité t'as fini ton code, tu le mets à revoir, la personne n'a pas forcément le temps de le revoir, il faut qu'elle prenne le temps de revoir ton code et des fois il est un peu compliqué donc il lui faut du temps aussi pour le faire et puis des fois il y a du questionnement, des choses des remarques qui sont faites entre les personnes et ces remarques soit tu les laisses agir entre 2 développeurs. Et moi, ce qu'on avait constaté, c'est que des fois, ça bloque. Quelque chose qui peut durer 1 semaine, parce que c'est des va-et-vient, ça va pas. Donc c'est pour ça qu'on fait cette cérémonie où on revoit en fait les questions qui sont un peu bloquantes pour tous. On revoit tous ensemble et ça permet de
peut-être d'échanger un peu plus et d'avoir une opinion différente de l'équipe. Et puis on essaye d'avoir de trancher sur qu'est-ce qu'on va faire, quoi. T'essayes d'éviter le débat d'experts, en fait. Complètement. Ouais. Le débat d'experts, on essaie de l'avoir tous ensemble là, et pour on avoir trouve... quelque chose de plus pragmatique et Exact. éviter l'opposition d'experts qui ont chacun. Des fois, ça peut, des fois, ça peut être sur des trucs bêtes, quoi, en plus. Ouais, exactement. Puis c'est long et c'est long et c'est frustrant pour les développeurs d'avoir à attendre autant de temps et puis ils comprennent pas pourquoi, etc. Et c'est dans votre definition of done, c'est-à-dire que la tâche peut être mise à done que si la revue de code est passée, avec la partie test, etc. Donc forcément, ça peut être bloquant sur le fait que t'as ta tâche qui est toujours une progress. Oui, parce qu'on n'est pas dans notre Scrum, la revue, c'est l'étape finale avant la définition of done, avant que ce soit fait, quoi. Et puis on est dans un main trunk, donc on travaille avec GitLab. Le développeur est sur sa branche, il attend l'approval de tout le monde pour pouvoir le merger dans la branche principale et finir ta tâche, quoi. Et là, pour le coup, ce sera fini et ce sera bon. Donc oui, il y a cette cérémonie. Ça peut durer 5 minutes, s'il y a rien à se dire, c'est bon. Ouais. Si ça peut durer 1 heure parce on a besoin de discuter, on a besoin de trancher. Il y a des trucs bêtes, hein, mais les noms des fonctions, les noms des choses, des classes, c'est des choses des fois, on passe du temps dessus et 5 ou 6. On s'écrit les 4 noms qui nous viennent, on vote et puis c'est fini, puis on passe à autre chose. Et voilà, sinon, bonne pratique. Non mais tu peux t'écharper sur du naming, hein, exactement. Donc j'ai trouvé que c'était une cérémonie qui était très efficace et puis en plus ça permet vu que on est beaucoup en remote, on se revoit une deuxième fois dans la journée. On se dit coucou, on se donne des choses, on s'échange un petit peu, on maintient le contact et je trouve ça vachement important. Ouais, c'est très bien. Et là, on retombe sur tes pratiques management où comment tu gères le contact avec ces différentes équipes justement qui sont. Il y a une partie à la maison. Tout le monde n'est pas au même endroit. On n'a plus les discussions à machine à café comme avant. Non. Et donc du coup, tu as au moins deux rendez-vous quotidiens, un le matin et en début d'après-midi, qui l'air de rien, ça permet aux gens quand même de blaguer 2 minutes. Oui. C'est important. Ah non, c'est clair. Non, c'est sûr. C'est important de se voir. Ouais. Chez Exorica, on a mis en place quelque chose. On a mis en place à midi 15. Tous les midis, on se connecte tous et on se dit coucou, on raconte 2-3 trucs. De temps en temps, il y en a un qui veut partager quelque chose avec les autres. De temps en temps, il y a une news qu'on veut partager. Voilà, c'est l'occasion de tous se voir. Comme si on allait tous boire un café à ce moment-là. Ouais, exact. Et à midi 15, on dit allez, bon app à tous. Et puis tout le monde va manger. Mais du coup, tous les midis, on se voit. On le fait le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi, comme ça, si tu peux aller manger avec les copains dehors ou n'importe quoi, c'est plus cool, quoi. Mais l'air de rien, c'est sympa parce que petit à petit, avec le temps, parce qu'on a des personnes que j'ai jamais vues physiquement chez Exorica. Et petit à petit, avec le temps, tu apprends à connaître les personnes parce qu'ils te racontent leurs péripéties, les derniers trucs rigolos qu'ils ont eus, des difficultés. On a tous des trucs qui nous arrivent dans la vie de temps en temps, c'est fun, quoi. Enfin, c'est fun. C'est pas drôle sur le coup. Et après coup, c'est drôle, donc ça fait rire les copains. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée. Ouais, c'est vraiment, c'est pas mal. C'est bien comme cérémonie, enfin comme pratique, parce que ça aide. Chaque qu'on l'a jamais fait, c'est quelque chose. Ça serait intéressant qu'on le fasse. Après, j'ai du mal. Moi, en tant que manager, souvent on me reproche le reproche qu'on a en rétro, c'est on fait trop de réunions, on fait trop de meetings. Ouais. Alors c'est souvent, j'ai un peu dû me dire, est-ce que je leur en mets un nouveau comme ça, mais c'est ce que tu proposes. Alors tout le monde dit on fait trop de meetings, etc. Et moi j'ai les mêmes remarques. Ouais. Et en fait, on a dit on va essayer quelques semaines, on va voir, quoi. On fait le midi 15 et en fait personne ne se plaint du midi 15. L'enjeu principal, c'est pas d'être sur une tâche technique. C'est pas de résoudre un problème technique ou de faire un meeting technique ou l'enjeu principal, c'est juste se voir. Donc on peut parler technique. À certains moments, il y en a un qui a creusé une solution technique géniale et qui veut la montrer à tout le monde et qui fait une petite démo, etc. C'est rigolo, mais c'est plutôt anecdotique. L'enjeu principal, c'est les gens discutent, échangent, blaguent sur l'actualité. C'est beaucoup autour de ça.
Et petit à petit, ça permet de savoir que lui, il a eu ces difficultés-là. Donc, ça peut expliquer que c'est un peu difficile pour lui, ou il y a Bob qui a des problèmes avec son enfant qui est à la maison, qui a la grippe, etc. Enfin voilà, t'apprends un peu les choses, et donc du coup, tu développes un peu d'empathie. C'est hyper important pour la communication de l'équipe et comprendre un peu les choses. Donc en fait, on est tous assez fans de ça. La difficulté, c'est qu'il faut que les personnes qui ont par exemple, ce qu'on essaie de faire, c'est que les associés parlent un peu moins à ce genre de meeting pour laisser un peu les gens discuter. Bon, de temps en temps, on a des trucs à dire, on le dit, mais pas forcément être dans un mode où tu as les managers qui disent des choses et puis les autres qui écoutent, quoi. L'idée, c'est plutôt laisser les autres blaguer, en fait, et rebondir dessus. Donc, on a essayé, on a plutôt adapté, et tu pourras essayer. Le but, c'est de dire que c'est pas un meeting pro, en fait. Un meeting d'équipe au sens, voilà. Et discutons de sujets de tout type. Alors, l'idée vient pas de moi. Hein. J'ai piqué à quelqu'un. Il faut toujours piquer les idées. C'est très important de piquer des idées. Il y a plein de bonnes idées partout. C'est l'ancien CEO de Germinal qui avait mis en place ça chez eux pendant le Covid. Et il avait fait un super retour sur ses pratiques. J'ai dit, OK, on va tester. Puis tu testes et puis adopter. Après, on a testé des choses qu'on a abandonnées. Hein, mais... il faut tester. De toute façon, tant qu'on l'a pas fait, on ne saura pas si ça marche ou pas, quoi. Et du coup, on parle beaucoup d'Ubisoft, mais pourquoi tu as quitté Alcatel pour aller chez Ubisoft? Ça, c'est un peu particulier. Ça faisait longtemps que j'étais chez Alcatel, donc il y avait un peu une envie de changer. Fin des projets aussi. Après, c'était plus des questions de vision. Là, sur quoi on travaillait, ça allait finalement s'arrêter. Bon, c'est un peu dur quand tu t'investis dans des projets, surtout que c'était pas le premier chez Alcatel sur lequel j'ai des gros projets sur lesquels tu dis bon, on arrête. Je trouve c'est difficile. Hyper dur ça. Je pense que c'est le plus dur. C'est le plus dur dans notre métier de s'investir dans un projet qui est arrêté avant de partir en prod. Et dans ma carrière, j'en ai eu quelques-uns, donc c'est toujours un peu, c'est un échec forcément. On le vit pas très bien. Et même si on a appris beaucoup de choses et que c'était bien. Après la santé de la société était et pas très bonne à l'époque. Bien après, j'étais plus en phase avec la société, donc j'avais envie de partir. Tu quittes Alcatel pour aller chez Ubisoft, donc tu pars de Nice et tu vas à Montréal. Oui. Le choc. Il y a un choc de température, là. Ah oui, là, truc de dingue, quoi. Donc, je disais, j'aimais bien l'hiver. Là, je m'ai servi, quoi. Oui, c'est pour ça que t'aimes bien l'hiver. Tu m'as dit, tu m'en as parlé. L'hiver, il n'y en a pas vraiment à Nice, quoi. Non, il n'y a pas plus du tout, même. Et puis, c'est fini, quoi. Avec le réchauffement climatique, il n'y en aura plus du tout. Plus jamais. C'est ça. Et donc, du coup, gros changement de vie, quoi. Oui. Ouais, c'est vraiment, c'est une occasion. J'ai fait on est pas mal démarché pour aller travailler au Canada parce qu'ils recherchent quand même beaucoup de monde. Il y a beaucoup de sociétés, Montréal, Québec, qui s'implantent, mais ils ont besoin de recruter énormément. Puis dans tous les domaines, que ce soit l'informatique, comme chauffeur routier ou un cuisinier. Enfin, il y a une grosse demande au Canada. Donc, j'ai profité un peu de la vague. J'avais fait quelques salons, puis j'ai posé des candidatures et c'est tombé sur Ubisoft. Et ce qui était très marrant, comme tu disais tout à l'heure, c'est que ils recherchaient vraiment des personnes de ma qualification, c'est-à-dire des personnes qui connaissent le réseau, qui connaissent les API, qui connaissent. Je m'attendais pas du tout à ça parce que effectivement on a l'image d'une boîte de jeux vidéo, on veut des gens qui fassent de l'OpenGL ou qui fassent de l'animation 3D, qui sont des narratifs, sound designers. C'est pas du tout ça auquel je m'attendais. Et en fait, j'ai découvert qu'effectivement, il y a une partie d'Ubisoft qui fait des choses que je connais et que j'ai l'habitude de faire. Et donc, par exemple, le voice chat, c'est de la voix sur IP, ça reste un peu comme ce que je faisais avant. Et donc, du coup, ça a été. De toute façon, j'avais envie d'un peu bouger, de changer. Et ça fait partie d'un projet un peu familial aussi. Donc, on est tous partis à 4 au Canada pour tenter l'aventure et voir comment ça se passe, quoi. Et du coup, cette arrivée à Montréal,
Yes. Comment Donc ça se passe au bah, début? c'est différent parce que c'est une autre vie, hein. C'est une autre culture, une autre façon de voir les choses, de travailler, donc faut s'habituer, hein. Faut pas rester sur ses acquis, sur sa vision des choses. Au niveau professionnel, c'est quoi les grosses différences? Je saurais pas dire si c'est une différence dans le sens où euh, c'est quand même particulier au Québec. Il y a une très grande proximité des gens. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de très famille, presque. Comme on se tutoie déjà, c'est assez familier. Voilà, il y avait beaucoup de bienveillance, l'accueil que j'ai eu était très chaleureux, euh, très demandeur de mon expérience, mais en même temps de partager. Les choses se font beaucoup au niveau de la discussion, puis tu te rends compte que la personne avec qui tu discutes, bah, c'est un grand architecte qui mène toute la barque, mais qui a pas qui se situe au même niveau que toi, qui va t'expliquer des choses, qui prend le temps de t'expliquer des choses, qui te prend pas de haut, il y a pas de et ça c'est très agréable. Il y a une sensation C'est des choses qu'on voit, on entend beaucoup parler aux États-Unis. Mhm. Ça, c'est quelque chose de très américain, mais donc a priori au Québec, ils ont un peu cette approche-là qui est géniale en fait, hein. C'est très ouais c'est ça et puis c'est très pragmatique quoi. J'étais étonné que voilà on fait des réunions, bah, tout le monde est à l'heure et puis tout le monde s'en va aussi à l'heure. On a fait 1 heure, ben on n'a pas dit ce qu'on avait dit, ben tant pis, on le fera une autre fois. Et j'avais pas l'habitude de ça dans la société dans laquelle j'étais. Après, je peux pas dire si j'ai pas non plus une vision trop large de tout ça. Mais c'était ce qui m'a frappé aussi là-bas, c'est que bon bah voilà, il faut quand même avancer, il faut progresser, il faut dire les choses. Euh, les choses sont moins formalisées. Alors ça c'est un peu différent. Je me suis fait avoir plusieurs fois. C'est-à-dire on dit les choses, ok, on fait. Et en fait c'est presque acquis. On va D'accord. faire comme ça. Et c'est un peu sous-entendu, alors qu'en France, on a plutôt tendance à dire bon bah ok, on va l'acter, on est sûr, on fait une réunion, on l'écrit presque sur un papier qu'on va le faire, et on va le faire. Tandis que là-bas, finalement, Ouais, dans le couloir, tu discutes d'un truc. presque, ouais. En fait, Et on va te dire 2 semaines après, mais tu l'as pas fait, bah non. D'accord. Mais il fallait le faire. Je suis désolé, je pas suivi le truc. J'ai pas de mail, j'ai pas eu. C'est ça. Il y a moins ce côté-là. Après, il y a plus de souplesse, effectivement, hein. C'est pas les mêmes Et t'étais codes. manager là-bas? Oui, ouais, j'ai commencé. Donc, du J'étais. coup, la différence de management entre le Canada et la France? Bah, comme je disais, elle est très proche des gens, le management. Et pas, Est-ce que t'as fait des erreurs, toi, en tant que manager? sûrement, j'en ai dû faire pas mal. Non, mais genre un truc Bah, que tu faisais naturellement en France et en fait, ouais, le coup D'avoir loupé le truc, quoi, Ouais, de pas ok, je avoir comprends. compris qu'il fallait le faire. Ça, oui, puis en tant que manager aussi ce qui se passe, d'être un peu dans une position. Ouais, après, j'ai moins une mal, mais on a toujours l'impression que quand on est manager, il faut être presque au-dessus de tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la technicité au-dessus de tout le monde, que qu'on on soit fort, qu'on puisse répondre à toutes les questions. Mais ce qui est pas le cas en fait. On est manager, on est là pour aider les gens, mais on n'est pas là pour les remplacer. C'est ceux qui ont les connaissances, ceux qui sont forts. Et c'est C'est eux pas à qui sont moi de plus forts que répondre toi. à la question. C'est pas à moi de chercher ce truc-là. C'est à eux de le faire et c'est à eux de trouver la solution. Et je trouve qu'en France il y avait un peu cette idée de c'est toi qui as la connaissance, C'est une c'est toi erreur, qui hein. C'est pas une bonne idée, c'est une mauvaise vision du manager. donc voilà, t'es là pour aider l'équipe, quoi, et l'écouter, faire avancer les sujets, puis prendre le pouls et trancher les décisions, et faire les décisions. Donc, et puis après gérer l'urgence aussi, c'est des trucs qui en tant que manager qui sont à apprendre. Donc quelques erreurs de gestion d'urgence, quoi, dont savoir quelle est ta priorité, quoi, essentielle.
il y a une hiérarchie de priorité qu'il faut bien respecter. Et si tu te plantes, ben c'est ça c'est un peu une faute dans le sens où à un moment donné il y a quelque chose qu'il faut faire et tu l'as pas fait quoi. Donc ouais. C'est les erreurs un peu classiques. Donc moi j'essaie de gérer les urgences mieux maintenant. Enfin, il faut d'avoir une hiérarchie d'urgence. Parce qu'on se dit toujours bon, c'est pas forcément important, mais si c'est important. En management, est-ce que tu as des pratiques pour essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux dans l'équipe, par exemple? Est-ce que tu fais des one-one? À quelle fréquence? Ça, c'est ce qu'on a fait. C'est ce que j'ai. C'était pratiqué pas mal là-bas au Québec, de faire des one-and-one. Donc, je fais des one-and-one avec toute l'équipe. Au moins. Ouais, maintenant, j'ai 7 personnes, donc c'est une fois toutes les 2 semaines, quoi. Je fais un one-and-one. Tu fais une demi-heure ou une heure? Demi-heure. On fait une demi-heure. Une demi-heure toutes les 2 semaines, c'est déjà bien. Hein. Ça peut durer plus, hein, ça va dépendre de ce qu'on a à dire, et puis je prévois toujours une marge. T'as un plan précis que tu suis dans tes one-and-one ou tu adaptes plus avec la personne, les sujets du moment? Ouais. J'adapte le one-and-one, ça va être pas mal en fonction de ce qui s'est passé, ce que la personne est en train de faire. Ça va être l'occasion aussi de faire des feedbacks tout de suite sur des choses. Vaut mieux le dire tout de suite. Alors des fois même j'ai tendance à pas attendre le one-and-one pour s'il y a des choses à dire pour ajuster, faut pas attendre le one-and-one, faut tout de suite le dire. Mais bon, des fois c'est l'occasion d'y revenir aussi dessus sur le one-and-one. Oui, exactement. Et puis d'en reparler, de sentir. Et donc du coup, ça c'est quand toi tu fais des feedbacks. Comment tu recueilles des feedbacks vers toi en fait? Tu utilises le one-and-one pour ça ou les feedbacks vers moi? Alors ça c'est moins pratiqué. Moi j'ai des one-on-one forcément avec mes responsables. Non mais là, un petit peu plus. Comment tu fais en sorte que les personnes de ton équipe te remontent le maximum d'informations? C'est pas forcément évident de temps en temps d'avoir les bonnes informations et pour pouvoir aider en fait à avancer sur les sujets. Ce feedback qui vient des gens, et surtout quand tu as une position de manager, de temps en temps ils te disent pas tout. Et donc du coup de temps en temps tu es obligé d'un peu creuser et un peu titiller les choses pour avoir l'info. Est-ce que tu as des questions explicites pendant ton one-on-one pour essayer d'avoir cette info, ou est-ce que c'est plutôt des discussions asynchrones, des discussions à d'autres moments? Comment tu recueilles un peu je dirais il y a deux choses. C'est soit on revient sur quelque chose qu'on a envie de discuter, donc effectivement je peux en posant des questions essayer d'identifier est-ce que par rapport à mon positionnement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a pas fonctionné? Est-ce que tu penses, moi je pose des questions, est-ce que tu penses qu'on va sur la bonne voie? Est-ce qu'on a fait le bon choix? On peut en discuter, et puis je peux m'être trompé sur des choses et revenir dessus, puis ouais, voilà. On s'est trompé, et puis je vais le dire directement. Ça arrive. On fait surtout actuellement pour ça. On a un outil, mais c'est un peu long. C'est-à-dire c'est au niveau de l'évaluation. On fait une évaluation de chaque membre de l'équipe une fois par an. Oui, l'entretien annuel. Je suis en plein dedans, hein, donc t'as la période d'entretien annuel. C'est ma période d'entretien. Ah tiens, j'ai une question par rapport à ça. Tu fais des entretiens annuels une fois par an de toute équipe, ou tu fais par date d'anniversaire d'arrivée? Non, toute l'équipe. Parce que ça correspond à des moments de synchro avec l'évolution de carrière, l'évolution de salaire, etc. Donc c'est codifié, ça c'est vraiment au niveau du groupe, c'est très particulier. Et donc du coup, alors traditionnellement dans les entreprises, on voit un questionnaire qui est rempli par la personne, par l'employé, et après évalué par le manager. Est-ce qu'il y a des choses un peu particulières que vous faites autour de ça? Ouais, disons que ça va être l'occasion d'échanger, puis les collaborateurs vont faire du feedback sur moi, donc c'est pas directement lors de cet entretien, mais il y a aussi ce qu'on appelle les 360. Donc on va demander à alors c'est pas moi, ça va être mon manager qui va demander à quelques personnes de mon équipe qui va choisir, ou d'autres personnes, des personnes avec qui j'ai travaillé pendant l'année,
te donner du feedback sur moi, sur comment ils ont ressenti le travail avec moi, soit au niveau de l'équipe, soit une collaboration qu'on a faite. J'ai travaillé une semaine avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu penses de cette personne? Ça va nous arriver. Donc la période d'évaluation est assez lourde parce qu'on a une période vraiment où on reçoit des tas de demandes de personnes disant oui. Qu'est-ce que tu penses de cette personne? C'est ce que ça. Et donc et souvent on va donner du feedback. Tout ça est formalisé par écrit, etc. Ouais, alors ça dépend parce que des fois c'est des fois ça peut être un peu compliqué le feedback quand il est un peu compliqué. Donc ça va être plutôt entre les personnes directement, soit par écrit ou par oral. C'est souvent par écrit, mais est-ce que ça va être anonyme, sur les feedbacks? Parce qu'il y a une façon de faire des feedbacks et il y a une bonne façon de faire en fait. Hein. Oui, je crois que la meilleure description que j'ai vue c'est dans le livre de Netflix. La règle, pas de règle. À un moment donné, il explique dedans comment, ou dans Dream Team aussi, j'ai lu comment tu peux faire des feedbacks pour faire en sorte que justement ce soit bien pris par la personne, enfin le mieux possible. Parce que de temps en temps, dans les feedbacks, le but c'est d'être plus honnête possible, d'expliquer pas forcément tout ce qui est parfait, et d'expliquer aussi là où la personne est un peu moins bonne pour qu'elle puisse progresser en fait. C'est la partie assez difficile. Ça demande du temps et un peu d'entraînement. Et puis ça demande d'y réfléchir quand même. Avant de donner ce genre de feedback, ça demande un peu de réflexion, de le formaliser, de se dire, et puis de réfléchir à de l'impact, parce que c'est de l'impact sur la personne. Donc et puis on est quand même assez drivé de fait. Le but c'est d'encourager les personnes, c'est pas de les enfoncer, c'est de donner, c'est de dire voilà, il y a un point de faiblesse, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour est-ce que tu as des idées pour améliorer? Est-ce que moi j'ai des idées peut-être pour améliorer ça? On va faire ça. On va se fixer des objectifs pour le prochain mois de faire telle chose pour essayer d'améliorer ça. C'est toujours dans une idée d'amélioration, de feedback positif, d'enrober ça dans ce genre de choses, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, quoi. C'est pointer du doigt des choses qui vont pas ou qui ne vont pas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux après et que ça reste constructif dans tous les cas. Et il faut, sinon c'est que la relation est pas bonne, quoi. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. S'il y a pas de construction, quoi. On parle tout le temps de bienveillance et d'ailleurs le mot de temps en temps il donne des boutons à des gens tellement il est utilisé à tort et à travers dans tous les sens. Oui, c'est sûr. Mais en fait c'est vraiment l'approche qu'il faut avoir en fait. Oui, c'est encourager puis apprendre aussi, parce que il faut se mettre à la place des gens. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi ces conditions-là? C'est pas une personne, toi t'aurais réagi différemment, mais pourquoi? Parce que t'as une expérience, t'as un background, t'as vécu des choses qui fait que t'aurais réagi comme ça, et il l'a peut-être pas. Donc il manque à cette personne de combler ça pour le faire. Ou peut-être que à la fin tu te dis mais peut-être qu'elle a bien réagi. Finalement c'est moi qui suis pas bon. Enfin, il faut toujours chercher à se remettre un petit peu en question dans ce genre de choses, parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a des choses qu'on fait qui sont pas terribles, et puis il faut s'en rendre compte. On n'est pas donc voilà, il faut nuancer ça. Et puis c'est ça, faut aller de l'avant. Faut que ça soit, faut qu'on puisse avancer. Il faut qu'on puisse construire quelque chose, quoi. Et on est là pour partager l'expérience, pour donner. Et en donnant, en fait, c'est ça qui fait progresser, quoi. En partageant, en donnant, c'est la meilleure manière de faire avancer une équipe, je pense. Super. Et du coup, aujourd'hui, tu as quand même un temps important dans ton emploi du temps pour manager, en fait. Hein. Donc, ça représente une grosse partie de l'effort que tu fais au quotidien. Est-ce que tu as encore du temps sur des sujets tech? Comment tu appréhendes le sujet en fait, la grande question derrière, c'est quand tu es tech et amoureux de ça, quand tu es un codeur et tu es amoureux du code, tu peux devenir manager, mais après, il y a la question de comment je maintiens mon niveau technique, est-ce que c'est important, qu'est-ce que je fais, comment tu positionnes par rapport à ce sujet? Ouais. Alors je reste impliqué dans l'équipe, dans le sens où les sujets techniques, on en parle au daily, on en parle
tous les jours sur les projets. Et donc je continue à m'informer, à apprendre des choses, à apprendre des choses de ce qu'ils font. Ils montrent, il y a beaucoup de partage des démos, des choses comme ça où chacun va montrer ce qu'il a fait. Donc j'absorbe ces connaissances et c'est ça qui me nourrit, quoi. Donc effectivement, je vais pas aller coder. J'en fais au niveau de mon travail, je n'arrive pas à trouver le temps de coder, c'est clair, parce que les journées sont bien remplies et il y a beaucoup de choses à faire. Mais je continue à apprendre tous les jours. Qu'est-ce que un nouveau service d'Amazon, comment il va fonctionner, à quoi il sert. Une nouvelle librairie TypeScript qui a été intégrée pour faire ceci, cela. Tu te réserves du temps dans ton emploi du temps pour ça, ou c'est entre deux sujets? Non, parce que c'est mon petit... Ou c'est le soir, tu peux pas t'empêcher, t'es obligé de regarder. Non, en fait... non, j'aimerais bien, mais après il y a le quotidien aussi, il y a d'autres choses à faire le soir. Oui, j'imagine. On a tout. Non, j'aimerais bien, c'est possible, mais bon, c'est tant pis. Mais je veux dire, en étant manager proche des personnes qui réalisent le travail, en fait, on se sent quand même encore très proche de la technique. Donc ce qui serait pas le cas si ce qui me semblerait un peu moins le cas si j'étais à un niveau où je serais en train de manager des managers bien sûr. Alors que là, j'ai les mains dedans, ils me montrent ce qu'ils font, ils m'expliquent, ils ont des problèmes. Pas tout en fait. Et t'es là pour trancher. Il y a un problème qui a été soulevé. Et ils s'expliquent effectivement. On m'a expliqué le problème, ok. Et t'es là aussi pour donner ton avis, essayer de challenger et comprendre. Et à la fin, s'il y a pas de solution ou il y en a pas trouvé, de trancher. C'est quand même à toi de donner ton avis pour qu'est-ce qu'on fait par la suite pour progresser. Donc dans ce sens-là, je disais que je continue à absorber, à être nourri de la technique, de la technologie et je vois tout ce qui se met en place. Du coup, j'ai la vision globale de ce qui se met en place, de ce qui se construit, et puis d'organiser tout ça, de dire on va faire ça pour que ça avance, on va faire ce choix. J'assume ces choix et puis on va y aller, et puis chacun va grandir avec l'expérience du projet qu'il est en train de travailler, puis et voilà. Donc moi j'ai pas de ça compense ce manque qui est de pas coder. Des revues de code, moi ça m'arrive de regarder une revue de code puis de voir les choses, parce que même si je suis pas jamais fait de Node, je comprends le code, c'est pas compliqué. Il y a même des choses que j'apprends, et puis derrière j'ai l'habitude de coder. Donc pourquoi t'as fait ça? Et puis fonctionnellement, est-ce que t'as pensé à faire ce test? Est-ce que t'as pensé à tester ce cas-là? Je vais avoir de la pertinence au niveau de ma revue, qui est pas la pertinence purement de codage, mais une pertinence un peu extérieure, en regardant. Je dis là, ton code, il m'a l'air quand même bien compliqué. Est-ce que tu penses que si tu reviens dans 6 mois, tu vas le comprendre? Est-ce que alors des choses comme ça qui font que on est c'est lié à l'expérience en fait. Exact. Ouais. Je trouve ça satisfaisant d'avoir les deux. On est constamment en train de se poser des questions. Les performances, elles sont pas bonnes, il faut s'améliorer. Comment on fait pour s'améliorer? Est-ce qu'il y a une nouvelle technologie qui pourrait nous aider? D'autres équipes, je dis, on a plein d'équipes back-end, donc chacun a des pratiques et on s'échange les pratiques. Tu fais ça comme ça ça peut être super intéressant pour de faire ça aussi de notre côté. Donc il faut s'intéresser à tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe en interne, et puis à la fois techniquement, puis à la fois globalement. Il faut des projets, des groupes, des besoins de nos clients aussi, être un peu au courant de tout ça. Donc tout ça fait que on a les journées bien occupées, puis on a pas je ressens pas de frustration particulière. D'autant que c'est d'autant plus simple que j'ai jamais programmé sur ces projets. Donc si j'avais mes premiers management, j'avais déjà programmé sur le truc, donc j'avais presque envie de le faire. Oui, d'accord, okay. Et oui. Mais là ils vont là, le faire. D'entrée de jeu, c'est des équipes qui ont géré, et donc du coup oui, ça simplifie
chose. Puis voilà, coder, ça prend du temps, comme je dis. Suffit pas de faire le fixe et le rentrer. Après, il va falloir être revu et puis la personne va te revoir et va te donner Ça c'est marrant, ça m'est arrivé une ou deux fois de faire ça, parce qu'il y avait besoin. Bon, j'ai fait le truc et puis on revoit ton code, puis ils vont te donner ah ouais, c'est vrai, mince, j'y ai pas pensé à ce cas-là. Merci. Donc, juste écrire les lignes de code, ça suffit pas. Il y a tout un travail autour de qualité, de test, etc., qui prend beaucoup de temps, en fait. Beaucoup plus de temps qu'écrire vraiment le code, en fait. Ah, c'est fou. On sous-estime complètement ça, en fait. On a toujours tendance à estimer le temps que ça prend juste à faire le premier jet du code. Et on se rend pas compte que c'est que dalle comparé à le temps total pour faire en sorte que le code soit de la qualité nécessaire pour être mise en prod. Ah, complètement. Mais en fait, le codage, c'est une petite partie de notre travail, en fait. C'est ça qui est terrible. Max 20%, en fait. Le reste... Après, on va faire des tests, on va poser des questions avec, poser des questions, se remettre en cause. On va tester 12 000 fois. On teste une première fois, on refactoring, on reteste une deuxième fois, puis on refactoring, on reteste une troisième fois, puis après on teste un environnement de test, et puis après on teste, et après le changement ensuite à la revue de code, on reteste. Non, faut être patient. C'est vrai que des fois c'est pour ça que je disais au niveau des revues, pas que ça dure trop longtemps, parce que culturellement, les développeurs n'aiment pas trop non plus que ça mette un temps. J'ai eu une expérience une fois d'un truc qui a duré 2 mois et demi, il en pouvait plus. Mais je le comprends, on en pouvait plus tous, quoi. C'était pas possible à un moment donné. Faut mettre quelqu'un dessus. Oh, des fois, on le refera plus comme ça, c'est sûr. C'est bien d'avoir des cas aux limites. Oui. Il faut des cas, justement, des exemples de ce qu'il faut surtout pas faire. Après, un truc qui marche super bien, que j'apprécie beaucoup là ces derniers temps, c'est de pratiquer énormément de pair programming. C'est hyper efficace comme méthodologie. C'est formateur pour les personnes qui font du pair. Même ça peut être des fois 3, mais déjà pair programming, c'était une rétro, on en fait quasiment 1 ou 2 par sprint. On s'oblige à en faire un certain nombre, parce que il y a quelqu'un qui connaît, l'autre connaît moins bien, donc il va prendre la tâche. Donc celui qui connaît va un peu aiguiller l'autre. Il va y avoir un transfert de connaissances. T'es deux sur une tâche, c'est pratiquement tu fais la revue en même temps que tu fais le code, parce qu'il y a une pertinence de la deuxième personne, et on a l'impression que 2 personnes, ça va coûter 2 fois plus cher, mais en fait c'est pas vrai, quoi. Le code qui est derrière. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression qu'en fait, moi personnellement, j'ai pas forcément. C'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de balancier entre je fais pas du tout de pair programming ou je fais 100% des tâches en pair programming. Et donc du coup, on se dit mais 100% des tâches en pair programming, clairement, c'est pas. Ça va forcément avoir un impact sur la productivité d'une équipe. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est tu peux sélectionner des sujets pour faire du pair programming. Tu n'es pas obligé de faire 100% de tes tâches en pair programming. Tu sélectionnes quelques tâches à faire en pair programming. Oui. Ça t'apporte les avantages du pair programming sans être dans l'inconvénient de forcément, si l'ensemble de tes tâches tu fais en pair programming, ça va impacter ta productivité, parce que il y a certaines tâches qui sont assez simples ou qui sont maîtrisées par les 2 personnes. Et les faire en pair programming, ça apporte pas grand chose. Mais en faisant du cherry pick, en sélectionnant intelligemment les tâches qui apporte à l'équipe, et en faisant pair programming, tu as les avantages du pair programming, et ça apporte énormément d'avantages. C'est super. J'adore. Il faut que je teste ça, quoi. Clairement. Ouais, puis c'est naturel. Ça devient naturel. Après, j'ai une tâche où je me sens pas à l'aise. T'es épaulé par quelqu'un qui a plus de seniorité, et on se la fait à 2, et voilà, la deuxième a acquis des connaissances qu'elle aurait pas acquises. Elle aurait peut-être galéré à trouver tout ça. Et ça va beaucoup plus vite, en fait. C'est beaucoup plus efficace. Du coup, on arrive vers la fin de cet échange. J'ai quelques questions assez rapides que je pose à tous mes invités. Et du coup, je vais te les donner. Première question, c'est la plus difficile. Et donc, par rapport à ton expérience, et c'est intéressant parce que tu as fait beaucoup de projets, et tu as vu quand même beaucoup d'échecs dans les projets informatiques. Pour toi, pourquoi c'est si compliqué de réussir un projet informatique ?
C'est une bonne question, effectivement. Est-ce que tu as vu des points communs entre des projets qui ont échoué? Là où on échoue beaucoup, c'est dans l'estimation des projets, en fait, dans ce que tu penses réaliste et qui ne l'est pas. Donc, faut être très pragmatique, très réaliste dans ce que tu es capable de faire et avoir une vision itérative des choses. Et les échecs, en fait, que j'ai eu, c'était surtout sur des ambitions de projets très importants que on se donne une ambition qui est trop grosse par rapport à ce qu'on est capable de faire, en fait, ce qu'on est capable de produire. Donc il y a des tas d'aléas dans un projet, donc il faut faire attention et souvent ça dérape parce qu'on n'a pas bien estimé, on s'est pas bien rendu compte de l'ampleur de la tâche, quoi. Donc il y a la part d'estimation, donc c'est pour ça que l'expérience, enfin savoir un petit peu ce que c'est, ce que ça requiert de faire un projet, ça demande quand même une bonne expérience, une bonne expertise de ce qu'on est censé faire, quoi. Et puis il y a l'aspect humain, il y a l'aspect tas de choses qui font que dans un projet, il faut que ça marche, faut y mettre beaucoup du sien, quoi. Et c'est pas que des hommes moi, quoi. Il y a l'aspect humain qui est derrière tout ça qu'il faut prendre en compte. Et donc pour qu'un projet se mette à bien fonctionner, il y a tout un écosystème, toute une osmose qui doit se faire. Déjà, il faut que les gens le comprennent, le sentent bien, soient conscients de ce qu'ils font. Ils ont la bonne vision des choses et ils savent où ils vont. Il faut bien communiquer, faut bien faire ça. Puis faut être réaliste. Faut être réaliste dans les objectifs et puis pas hésiter à y aller pas à pas. C'est ce que j'aime bien dans les méthodologies agiles, c'est que on progresse et on sait qu'on a progressé, on a fait telle tâche, ok, c'est fini. Le On va mode passer à autre itératif, chose. c'est génial, quoi. Et voilà, on construit brique par brique et on n'a jamais, voilà, on construit pas une maison comme ça. Il faut construire toutes les parties et les unes après les autres. Et donc voilà, ouais, faut faire tout ça. Il y a pas mal de après, bon, malheureusement, derrière, il y a quand même aussi l'aspect qu'on est dans des grosses entreprises ou même dans une start-up, il y a l'aspect aussi client. Hein. Faut avoir une bonne force de vente pour faire en sorte que le projet aussi, il ait des clients qui fassent que le projet est rentable, quoi. Donc ça c'est à ne pas négliger parce qu'on a toujours le côté technique. Le technique, le projet il est bien, il tient la route, c'est un beau produit, mais il n'y a pas de marché, il y a personne qui veut le vendre ou il y a pas ce qu'il faut, il y a pas ce qui est mis en place dans l'entreprise pour pouvoir le vendre correctement, pour pouvoir démarcher correctement les marchés qui vont bien. Donc il y a cette partie-là qui est que nous on maîtrise très peu et en tant que technique on a du mal à comprendre parce que c'est pas notre métier, mais en même temps c'est le nerf de la guerre, c'est de gagner de l'argent, donc il faut quand même en être conscient et c'est vrai que des fois ça fait mal de fermer un projet, mais ça fait peut-être encore plus mal de le continuer. Donc il faut avoir cette vision des choses, quoi. Faut pas s'arrêter à la vision technique, quoi. C'est la vision. Il y a autre chose. Il y a un marché. Il y a une conjoncture qui fait qu'à un moment donné, ça passe. Il y a une conjoncture qui fait, c'est pas bon, c'est pas le bon moment, mais c'est pas le bon marché. Et puis un peu de chance aussi, un peu de hasard des fois. En général, je demande si ton entourage comprend ton métier. Non. Mais du coup, non. Alors, si peut-être quand tu discutes un peu avec papa ou oui, c'est il y a quand même des apprentissages à la famille. Yes, ouais, oui, c'est sûr. Oui, bon, on arrive à, mais c'est quand même, il y a un décalage parce on fait pas du tout la même chose. D'accord. Puis enfin, je veux dire, ça évolue tellement vite les technologies que c'est difficile d'expliquer le cloud, la scalabilité, ce genre de choses c'est très loin de. Mais non, ouais, non, c'est plus compliqué. Mais effectivement, mon père, on a travaillé ensemble, on a fait des sites web, donc à ce niveau-là, on s'entend bien, on se comprenait bien. D'accord. Ah, mais c'est déjà énorme, quoi. Ouais, c'était cool. Si tu avais la possibilité de faire une pause
et de partir en voyage demain matin. Yes. Là, j'ai un coup de baguette magique, je te mets en pause, hop, c'est bon, toute ta partie pro, c'est géré. Tu peux partir en voyage demain matin, et même toute ta partie administrative est gérée. Tu vas où? Je pense que j'ai deux destinations favorites. Ah. J'aime beaucoup le Japon. J'ai beaucoup aimé le Japon. J'ai fait 2 fois. J'ai essayé une petite fois, mais une autre fois, je suis allé longtemps, donc j'ai beaucoup aimé. Et puis le Canada aussi, ça me plaît. C'est un endroit qui m'a beaucoup plu. Donc, est-ce qu'on peut aller sur les On fait faire les le deux. voyage, faire les deux. Après, il y a c'est des endroits que je connais, donc j'apprécie et je sais que j'y retournerai avec beaucoup de plaisir. Je suis un fan de vélo, donc je prendrai mon vélo avec moi pour faire des balades à vélo là-bas, quoi. Est-ce que tu as des projets à venir? Justement, je sais pas, prendre ton vélo et partir quelque part ou, en dehors ou du des travail ou peu importe, pro, pas pro, est-ce que tu as des projets ou c'est plutôt calme en ce moment ou est-ce qu'il y a des choses que tu as voulu faire pendant le Covid, ça t'a frustré et donc du coup tu ouais, je me dis mais mince, pourquoi j'ai pas fait tout ça pendant le Covid? J'ai plein de choses que je me dis. Ouais, j'aimerais bien tu vois, j'aimerais bien me faire quelques projets sur des frameworks en ce moment on travaille on va peut-être travailler sur du Nest.js. J'aimerais bien faire un projet là-dessus. Je te conseille. Ouais, tu vois, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un retour connaître. d'expérience, on peut te faire un retour. Cool. Franchement, nous on est convaincus. Bon, bah, tant mieux, ouais, ça m'intéresse parce que on se pose la question, on a déjà une complexité qui est énorme, donc on va dire est-ce qu'on cette complexité, on va la rentrer dans une Nest.js pour rajouter une complexité, mais non, en fait, non, tu verras que non. Mais cool. Ouais, super intéressant. C'est quoi la dernière série ou le dernier film que tu as regardé? La dernière série, c'est Drôle. J'ai regardé sur Netflix. Je crois que alors je connais pas les acteurs. C'est pas le créateur de 10%. De 10%? Ouais. Oui, tout à fait. J'ai pas vu encore. C'était vraiment bien. J'ai bien aimé. C'était sur le stand-up, sur la comédie. Oui. J'ai bien aimé. C'est une belle comédie. Okay. Et les personnages sont bien et sont très très attachants. Et ouais, c'est le milieu du stand-up en plus. Je connais pas vraiment, et puis il y a un peu des gens qui essaient de s'en sortir en faisant du stand-up, donc en faisant des petits boulots, quoi. Faut que je jette un œil à ça. Est-ce que tu as des recommandations de films, livres, séries, podcasts, chaînes YouTube, ce que tu veux en fait, une recommandation à dire, ce truc-là, je trouve que ça déchire et peut-être d'autres personnes pourraient découvrir. J'ai un peu de mal. Moi, en ce moment, ma recommandation, elle est, j'aime beaucoup la musique, donc en ce moment, j'écoute beaucoup. Je vous conseille le dernier Ghost. Je suis un fan de ce groupe de musique que je vous conseille. Et puis j'ai découvert. Enfin, je suis allé voir en concert la semaine dernière le groupe Deluxe. J'écoute beaucoup aussi en ce moment Deluxe, donc super groupe là qui est dans la région, qui vient d'Aix, et je vous conseillerais d'écouter aussi à vous. J'ai une baguette magique. Grâce à cette baguette magique, je peux rajouter des heures dans ta journée. T'en fais quoi? Là, je dis tiens, je te rajoute X heures dans toutes tes journées. T'en fais quoi? En fait, je regarde les vidéos et les podcasts. Et j'écoute les podcasts que j'ai pas le temps de réécouter. De voir dans toute tu dépiles ta série. Parce qu'en fait, j'aime bien. Il y a plein de choses super intéressantes. Et je les mets de côté, mais j'arrive jamais trop le temps de les voir ou de se prendre une heure pour le faire, quoi. Donc ouais, j'aimerais bien ça. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune développeur? Qu'est-ce que je conseillerais à un jeune développeur pour l'aider dans son métier, sa carrière? Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? D'être à l'écoute de plein de choses, quoi. De pas se focaliser sur cette technologie ou sur son langage de prédilection. C'est d'aller sur plein de choses, de découvrir plein de choses. Il y a plein d'avantages, souvent des inconvénients sur des tas de langages, mais on en trouve plein d'intérêts. Donc c'est de pas se mettre d'ornière, d'y aller et puis de découvrir tout ce qui peut découvrir. Il n'y a pas de bons ou mauvais projets, tout est intéressant.
puis d'être un peu humble par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il fera. De toute façon, ça va être plein de fois changé, donc faut pas s'attendre à ce que un code n'est jamais parfait. De toute façon, la meilleure façon d'être humble, c'est de regarder le code que tu as produit il y a quelques années. Exactement. Et de le relire. Et de ce coup, tu fais OK. Donc, je progresse tous les jours et ça se voit, quoi, en fait. J'ai fait de la merde à ce moment-là. Exact. Les critères bougent, quoi. C'est normal. Hein. Puis d'écouter les autres, quoi. Les autres vont te dire des choses et puis tu peux donner des idées aux autres. Donc c'est ça. Et du coup, même question pour un jeune manager. Pareil, faut s'intéresser à tout, mais à ce moment-là, tout ce qu'on va te dire ou donner, parce qu'on est beaucoup sollicité, des réunions de management, des réunions de choses comme ça. Je dirais, intéresse-toi à tout ça et pose des questions et regarde à quoi ça sert, de tout cet aspect management, parce qu'en fait il y a énormément de choses qui sont intéressantes. Sinon on perd son temps en fait. Si on fait du management pour écouter nos supérieurs dire des choses et puis on fait autre chose. Non, c'est vraiment s'impliquer dans tout ça et de poser des questions ou d'essayer de comprendre où est-ce que ça va, d'essayer de comprendre c'est quoi notre vision, à quoi ça sert, pourquoi on m'a proposé ce meeting, pourquoi on me présente les chiffres. Des fois c'est dur de présenter les chiffres. C'est quoi tous ces chiffres-là et à quoi ça sert, et puis voilà, si c'est pas pertinent, tu peux le dire aussi. Je pense à un moment donné, si ça t'apporte rien, il faut pas hésiter à remettre en cause ce que proposent les chefs, parce que ça t'apporte pas au quotidien, quoi. Faut pas subir, faut que c'est du sens. Tous les outils qu'on va te demander d'utiliser, utilise-les si tu penses que ça a du sens. Sinon ça n'a pas de sens, remets-les en question et propose autre chose, quoi. Et sois constructive et propose des alternatives à ce qui va pas, quoi. Toujours proposer quelque chose. T'as de la critique, oui. Si tu critiques, et un plan pour dire ce qu'il faut faire à la place, quoi. Oui, toujours. Où c'est qu'on peut te suivre ou te contacter? Je suis très peu visible, en fait. Je suis pas trop sur les réseaux sociaux. Donc sur LinkedIn, par contre, j'y suis. Ouais, y a pas de souci. Non, je suis pas un gros mangeur de réseaux sociaux. Donc LinkedIn, c'est professionnel, donc contacter par là ou par mail après. Y a pas de souci. Je suis ouvert à plein de choses, plein de rencontres. Donc super. Partager d'expériences comme on le fait là, discuter, c'est super intéressant, parce que je sais pas toi, Julien, mais en tant que manager, souvent la difficulté, c'est que tu te retrouves à un moment donné un peu seul et face à tes difficultés, quoi. Donc on en fait chez Ubisoft, par exemple, on fait du codev, donc on se réunit entre managers, puis on discute de nos problématiques de management. Intéressant. Et donc voilà, ou faire ça comme ça, partager avec un podcast, écouter d'autres personnes parler, ça apporte beaucoup, je pense. Oui. C'est un peu pour ça que je fais ce podcast aussi. C'est pour ça aussi que j'ai pas créé Accent Ruka tout seul, et que j'ai fait avec des associés. À un moment donné, tu es quand même obligé de partager avec certaines personnes et d'enrichir des autres, en fait. Et le podcast, c'est génial parce que du coup, on se connaissait pas, on discute. J'ai appris plein de trucs au passage. C'est super intéressant et je vais pouvoir avoir des choses à activer derrière. Et puis en plus, le partage d'expérience aussi, c'est génial, quoi. Tout repose pas sur tes épaules, faut pas croire, quoi. Et en fait, les solutions, elles viennent par les discussions que tu vas avoir avec les gens qui t'entourent, quoi. C'est là où vont émerger vraiment la vision des choses, ce que vont apparaître là où tu te poses des questions. Et bien sûr, tu peux avoir des idées, mais ça aide beaucoup, quoi. Entourage. On en revient au conseil que tu donnais aux jeunes. Il faut être ouvert, il faut être curieux. Merci beaucoup, Mathias. Merci pour ton temps. Merci beaucoup, Julien, pour m'avoir interviewé. Un plaisir. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Non, pas du tout. Je pense qu'on a super intéressant.